Salut à tous. Aujourd'hui, on accueille Mickaël Nadjar, entrepreneur, éducateur, consultant en stratégie, en business, mais aussi dans la vie, un mari, un père dévoué et enfin, un ami exceptionnel. On parle de son parcours qui l'a mené à ouvrir sa propre boîte, mais aussi de son parcours dans la religion juive, avec qui il entretient une correspondance régulière et assez fascinante. On parle du couple, et plus précisément de la façon juive d'être un couple, sujet qui nous préoccupe tous les deux, depuis nos mariages respectifs il y a 4 ans. On enchaîne avec Les copains d'abord de Georges Brassens, et c'est parti. Ça va Mika ? Ça va, au top. Ça Au va top. Yair ? Très bien. On est bon. Ouais, on est bon, le son est bon, les enfants sont couchés, On va voir. à déterminer encore une fois. Voilà. J'allais dire que je suis très content que tu sois là, mais c'est moi qui est très content d'être ici parce qu'on est chez toi. Bah, bienvenue. Et, Moi aussi, je suis très content que vous soyez là. Et toi en particulier. Et du coup, voilà, alors pour commencer, comme pour tout le monde en fait, comment tu te présenterais je dirais pas en quelques lignes, mais pas exhaustivement, comment tu te présenterais à quelqu'un qui connaît pas, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, Dans quel ordre on dit les trucs? Alors, on va où dire tu comme vas. ça. Mickaël Nadjar, j'ai 38 ans. Donc je suis marié. J'ai 2 enfants, 2 petits garçons qui dorment, espérons-le. J'habite en Israël depuis maintenant quasiment 10 ans. Avec quelques allers-retours en France au passage. Et professionnellement, j'ai une start-up qui s'appelle Costocage, voilà, dont on parlera, j'imagine, à un moment ou à un autre dans la discussion. Ouais, non, co-stockage, c'est un sujet important, mais avant co-stockage, t'as eu des périodes, probablement t'as fait des... Ah oui, professionnellement, j'ai fait 2-3 trucs avant. T'as commencé, en fait, moi, j'aimerais bien refaire le parcours. le parcours qui t'a mené à co-stockage, à l'entrepreneuriat, etc., parce que je pense que c'est intéressant. Ok. Et du coup, où est-ce que ça a commencé ? Alors, c'est une bonne question. Alors, tout a commencé... j'ai grandi en banlieue parisienne, dans différents endroits de banlieue. Cergy-Pontoise, Vélizy-Villacoublay, bon, enfin voilà, tout ce que vous connaissez comme centres commerciaux. Généralement, j'ai habité pas très très loin. C'est que c'est des mots complètement incompréhensibles pour moi qui a grandi à Strasbourg, tu vois. Oui, je sais pas du tout de quoi tu parles. Ouais. C'est la banlieue parisienne, ça parlera à peut-être quelques auditeurs. Et donc c'est du côté de Versailles, du château, pour situer. Ça c'est Vélizy. Et comment dire, alors j'ai grandi dans une famille qui faisait du business globalement. Mon père était banquier, ma mère a fait pas mal de choses, dont de la formation notamment. Et chez nous, je pense que c'était assez naturel d'avoir un rôle dans l'économie. C'était un peu de la même façon qu'il y en a qui grandissent en se disant bah je vais faire docteur et puis à défaut je serai peut-être dentiste. Chez nous, d'une façon ou d'une autre, en tout cas c'est sorti comme ça que tout le monde a fini par faire du business, ma sœur, mon petit frère, voilà, ce qu'on appellerait du business quoi. Donc soit du marketing, soit moi j'ai commencé donc j'ai fait l'école de commerce qui s'appelle HEC et à la suite de ça, j'ai fait ce qu'on appelle du conseil en stratégie. Donc conseil en stratégie, c'est un très grand mot pour dire en gros, on appelle ça aussi conseil en direction générale. Donc un patron ou quelqu'un qui est haut placé dans une très grosse entreprise va avoir des problèmes compliqués du type est-ce que je dois fusionner avec cette personne-là, avec cette autre boîte, qu'est-ce que je dois, dans quel pays je dois aller grandir, est-ce que je dois faire tel produit ou tel autre produit, qu'est-ce que je dois réduire mes coûts, comment je fais. Voilà le type de questions qu'ils peuvent avoir. J'ai des gros problèmes d'organisation, j'ai pas les résultats que je voudrais, etc. Tout ce qui est compliqué, ils vont faire appel à des consultants extérieurs qui ont en commun en général d'être souvent assez jeunes, mais au-delà de ça, d'avoir des capacités analytiques, on va dire. Donc en gros, c'est des gens qui sont capables d'analyser à froid des sujets un petit peu complexes, de les couper en morceaux, et puis d'être capables après de donner des réponses.
Mais du coup, c'est pas tous. Si c'est des jeunes qui sortent de leurs études comme ça, il y a pas un problème de manque d'expérience. Alors évidemment, les jeunes, c'est ceux qui sont tout en bas qui font. Donc c'est ce que j'ai fait moi en commençant. Évidemment, il y en a qui ont de l'expérience, qui sont donc des partenaires, qui eux ont beaucoup d'expérience, qui ont conseillé dans des dizaines et des dizaines d'entreprises du même secteur, pas du même secteur, et qui eux vont être véritablement eux les consultants en quelque sorte, hein, ceux qui vont dire oui vous êtes dans tel secteur, il faut savoir que toutes les autres entreprises ont fait ça, il y en a qui ont essayé comme ça a pas marché, etc. Et donc on arrive en général à apporter une aide à résoudre des problèmes que les sociétés ont pas toujours les capacités de régler en interne. Voilà en gros ce que ça a. Et ça s'apparente à ce que ces grosses boîtes de conseil elles font. KPMG. Alors pas exactement. Ouais, enfin moi je connais pas grand chose à tout ce monde-là. Tu vois, alors tout ça s'appelle du conseil. Alors la différence en général c'est auprès de qui tu travailles. EY, KPMG, ça va travailler souvent direction financière, ça va être très très technique ou alors carrément direction informatique, ce genre de choses. Et la direction générale, donc les patrons, en gros, qui ont des questions plus complexes ou pas forcément plus complexes mais d'un plus haut niveau, et ça va s'appeler stratégique, et donc c'est du conseil en stratégie. Les grandes entreprises qui font ça, donc moi celle dans laquelle je travaillais s'appelait BCG, il y en a une qui s'appelle McKinsey, voilà les Bain, voilà les grands noms de ce truc là. Voilà, c'est des entreprises qui font qui sont assez grandes quoi, qui sont dans tous les pays du monde et qui font et ça fait une vie on travaille beaucoup. Ouais, c'est passionnant. Il paraît que c'est des trucs qui sont très 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 exigeants. Moi, tous les gens que je connais qui me disent qu'ils font du conseil, qui a toujours été un mot mystérieux pour moi, faire du conseil. Mais parce que moi je suis rentré très tard dans le monde du travail aussi, donc j'ai beaucoup de mal à me rendre compte du vocabulaire, etc. Je suis rentré peut-être vraiment dans le monde du travail récemment, il y a 1 an ou 2 en fait. Donc j'ai du mal à me voir, j'avais du mal à comprendre tout dont on parlait, mais ça m'a toujours paru quelque chose où les gens ils travaillaient super tard jusqu'à 22h et tout, et qui gagnaient beaucoup d'argent en travaillant très dur, et qu'après ils s'éclataient la tête dans des fêtes tarées ou des choses comme ça. Mais c'est vrai, c'est peut-être un stéréotype. Il y a du vrai. Non, il y a du vrai, pas tout. Disons que tu as, c'est sûr que le conseil c'est pas vraiment le truc où tu vois mon fils qui a 3 ans, je pense pas que si je lui demandais ce qu'il voulait faire plus tard, il dirait du conseil. Oui, et même à 13, 14, 20, c'est un truc qu'on découvre assez tard. Ce que ça a de vraiment sympa, c'est que en gros c'est comme si tous les 3 mois ou tous les 6 mois, tu changeais de secteur. Tu vas un jour moi j'ai commencé à travailler dans les trains, après j'ai travaillé pour les produits d'hygiène à usage unique, le papier toilette. J'ai travaillé dans l'agroalimentaire, dans les banques, enfin c'est assez rigolo, et ça m'a aussi emmené dans des pays improbables. J'ai été travailler au Cameroun, au Maroc, j'ai été faire des trucs en Inde, j'ai été faire vraiment des trucs sympas, et tout ça en assez peu d'années. Donc ça c'est la partie qui est géniale, et on apprend énormément. C'est-à-dire qu'au début on connaît rien, on nous recrute parce qu'on est censé être capable d'apprendre vite et de comprendre vite, et au bout de 3 ou 4 mois, c'est vrai qu'on est capable d'avoir des discussions intéressantes, basées sur des analyses et sur des faits des choses qu'on a ramassées. On est capable de récupérer de l'information et de restituer des avis, globalement, ou des analyses au moins. Évidemment, plus on est expérimenté, plus on parle vraiment aux clients et plus on conseille, mais on est capable de faire ça assez vite. Ça, c'est pour la partie, ce qu'on fait vraiment et pourquoi c'est intéressant. Après, on bosse pas mal. Bon, franchement, tu peux avoir la moyenne, on va dire, allez, c'est 9h, 21h. C'est énorme quand même. Ah bah ouais, non, c'est beaucoup. Mais bon, t'es jeune, t'es passionné, t'as envie d'apprendre plein de choses. Et pour le coup, ça marche, ça paye. C'est-à-dire que c'est pas, il y a d'autres métiers du même type où on fait toujours la même chose. Là, au moins, ça change beaucoup. Et c'est vrai que la plupart des gens qui commencent ce job-là, ce qui les excite, c'est de faire plein de choses différentes et d'apprendre et aussi d'aider. Parce que moi, je me souviens avoir le projet le plus sympa que j'ai fait, en termes d'impact. J'avais demandé si t'as pas des anecdotes, je peux te donner des vraies anecdotes cool. Je vais te faire ça aussi. D'abord, je te donne celui qui a le plus d'impact. Un jour, on a travaillé pour la SNCF et c'était l'enjeu du projet, c'était hyper rigolo. Alors toi, l'ingénieur auquel je parle, je pense va comprendre ce que je dis. Le but, c'était d'optimiser l'utilisation des TGV. Et donc, j'ai été rencontrer des types qui bossaient dans un bureau depuis 20 ans, avec des espèces de grandes boîtes, de grands papiers en carton, avec des dessins de TGV, parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient, c'était de dire, tel TGV, il va faire d'abord un Paris-Marseille, après il va faire un Marseille-Montpellier, après il va faire un Montpellier-Lille, et puis si on arrive à optimiser la maintenance, les allers-retours avec les gares, etc., alors peut-être que ça nous évitera d'avoir besoin d'un autre train. Et donc, rien que de jouer avec ça,
Puis alors après, il y avait la maintenance, il y avait plein de choses. Mais rien que de jouer avec ça, avec ces hommes-là, ça a permis d'économiser au total une trentaine de rames de TGV, donc 30 trains, quoi. Sachant qu'un train, ça coûte 30 millions d'euros. Donc ça veut dire que après ce projet-là, au bout de quelques mois... Ça faisait 900 millions, tout ça? On y est. Je te fais cadeau des intérêts. Ouais. Donc, je me suis dit, voilà, là, au moins, une fois dans ma vie, j'aurais eu de l'impact. Même si je fais des trucs qui ont l'air pas moins intéressants, etc. Au moins, à un moment, d'une façon ou d'une autre, on aura fait économiser à l'État, et à la collectivité, quelque chose. Donc ça, c'était celui qui avait le plus d'impact. Bon, et puis, qui, moi, m'a bien plu, parce qu'évidemment, moi, j'ai une âme, de petits trains. Alors ça faisait beaucoup rire mes potes, mais oui, bon, évidemment, qui n'aime pas les trains, quoi, quand on a un petit garçon. Donc, oui, on pourrait parler au moment des fascinations des enfants pour les moyens de locomotion, truc que je sais pas trop pourquoi. On peut parler de tractopelle, on peut parler de beaucoup de choses, mais ouais. Du coup, ça persiste, c'est ça que tu dis. Écoute, oui, quand tu peux faire ça, j'avais le droit d'aller après dans des espèces de gares de maintenance. Du coup, maintenant, à chaque fois que je passe devant Châtillon, Déborah, ma femme, a le droit à... Mais est-ce que tu sais que ça, c'est le plus grand technocentre du TGV? Alors, je pense qu'au bout de la 17e fois, elle le sait, mais je lui demande quand même, au cas où. Ouais. Mais ça c'est sympa quand même. Mais du coup, t'avais des anecdotes cool. Alors qu'est-ce que j'ai fait de plus rigolo? Alors attends, faut que je réfléchisse. Comment on peut... Oui, alors le projet le plus rigolo que j'ai fait sans hésiter, c'est au Cameroun, où j'ai été 3 mois envoyé pour... l'enjeu, c'était de, comment on appelle ça, réorganiser la distribution du ciment. Donc globalement, le ciment, ça se vend. Au Cameroun, comme partout dans les pays, comme dans tous les pays du monde. Ouais. Et il y avait plein de problèmes dans l'usine parce que, bon, histoire de contrôle de prix, les prix étaient contrôlés par l'État et puis finalement c'était revendu au marché noir, à l'extérieur, etc., etc. Et donc l'enjeu était de maîtriser comment c'était vendu. Donc, pour comprendre comment c'était vendu, il fallait sortir de l'usine. Donc, ce qui était passionnant parce que du coup j'étais dans toutes les villes du pays pour essayer de comprendre comment ça marchait. Donc, alors, du point de vue personnel, c'était génial parce que j'ai eu un client qui était mon contact, qui avait 30 ans, qui s'appelait Guy René Médico, et avec qui on avait, qui est devenu c'était mon grand pote, quoi. Donc, je sais plus, il m'avait demandé de lui ramener un CD lors d'un passage en France de Doc Gynéco. Lui, il m'avait fait des compiles de musique, de coupé décalé. Enfin, c'était une expérience, quoi. Et donc au passage j'ai appris des trucs incroyables culturellement parce que pour le coup c'était vendre. Donc vendre c'est quand même une des activités les plus anciennes de l'homme. Et donc tu rentres véritablement dans la culture et dans ce que font les gens. Par exemple, j'ai découvert que l'ethnie au Cameroun qui était en charge de la distribution, qui avait 90% de la distribution, c'était ils appellent les Bamileke. Et en fait ils étaient tous de la même ethnie. Et donc, l'usine d'un groupe français vendait à quelques sociétés qui après revendaient partout. Et ils avaient du mal ils voulaient, eux, en tant qu'usine, court-circuiter ces grands distributeurs pour aller vendre directement derrière et récupérer la marge. Donc voilà ce qu'on fait quand on fait du business. Et en fait, on a vite compris, après quelques interviews, qu'en fait, les grands distributeurs et les petits distributeurs étaient de la même ethnie. Et donc en fait, ils avaient des tontines ensemble. Alors je sais pas si tontine, tu sais ce que c'est? Ça va expliquer. Alors tontine, c'est un système d'épargne collective. Donc typiquement, imagine on fait une tontine, on est 10. Chacun on donne 10 francs CFA chaque mois et chaque mois, il y a quelqu'un qui a le droit d'utiliser 100 francs CFA. Okay. Donc c'est comme la caisse d'épargne mais en mode familial. Et donc ils étaient ensemble dans des systèmes comme ça, donc évidemment que il y avait pas moyen, c'était pas possible. Mais voilà, donc ça c'est le genre de truc qu'on découvrait là-bas et que bon bah voilà, on vit que le conseil te permet de vivre. Donc voilà, ça c'était la première partie. Ça a duré 8 ans, je pense. 8 ans. J'allais demander si ça t'avait plu comme activité, mais de la façon dont t'en parles, ça avait l'air quand même vachement sympa. Mais il y a peut-être des moments moins sympas aussi, j'imagine. Écoute, globalement c'est génial. Tant que j'avais le droit à des projets comme ça un peu rigolos, et j'ai essayé d'être sympa pour obtenir ces projets-là, donc ça allait. Dès que j'avais des projets du type, bon après ça fait d'autres anecdotes, mais genre rationaliser l'impression mise sous pli dans une banque
donc Crédit Agricole, je crois, dans toute la France, et aller visiter des usines d'éditique, ça s'appelle comme ça, à Charleville-Mézières ou à Draguignan. Bon, c'était un peu moins passionnant. Voilà, des projets où après, plus tu montes, après, plus t'as de pression, plus tu peux travailler dur. Puis il y a un moment dans ta vie où t'as juste envie d'autre chose. Ouais. Il y avait un moment aussi où tu te dis, bon, c'est super, j'ai adoré être, alors, je le dirais comme ça, être avec des guillemets, prof d'auto-école, d'être à côté du siège conducteur et puis de donner des conseils. Mais à un moment, j'avais envie de tourner, d'avoir le volant entre les mains. Et c'est probablement ça qui a coïncidé avec pas mal d'autres changements dans la vie. Généralement, j'ai remarqué que les changements, ils viennent souvent ensemble. D'un coup, on décide de faire un changement et puis ils arrivent tous en cavalcade. Un peu comme les emmerdes, hein, finalement, comme disait Jacques Chirac. Mais et donc à 28 ans, j'ai décidé de partir donc avec le BCG à l'époque, ils ouvraient un bureau à Tel Aviv. Donc moi qui avais très envie de partir à l'étranger ou de changer de boulot ou de changer quelque chose, j'étais célibataire, tous mes copains étaient mariés depuis quelques années, les enfants commençaient à arriver. J'adorais Paris, mais je commençais à dire tu vas quoi, faut changer un truc là. Donc ils ont ouvert un bureau à Tel Aviv. J'ai saisi ça comme opportunité. Ouais. On en parlera quand on parlera entrepreneurial. Pour moi, c'est un truc qui caractérise l'entrepreneur, saisir les opportunités. Et je me suis lancé, je suis resté 1 an. Entre-temps, au milieu de cette année, j'ai fait 4 mois d'Ulpan, c'était vraiment ce que je voulais, avoir en fait coupé quoi, en quelque sorte, et vivre une nouvelle vie. Et quelques mois après, un copain m'a proposé un projet de boîte, donc on s'est lancé. Quelques mois après, j'ai rencontré Déborah, voilà. Bon, donc beaucoup de choses ont changé à peu près au même moment. Ouais. Mais du coup, t'as quand même eu déjà au berceau presque une espèce de direction de faire des choses qui sont liées au business, etc. Mais c'est pas forcément de l'entrepreneuriat, mais plus non, comme non, tu dis. Ouais, non. Pour le coup, mon père a travaillé 40 ans à la BNP, donc ça veut dire tu vois. Mais tu veux dire par la notion opposition de à prise de risque, de se dire allez on se lance et machin, elle y était pas forcément. Ça non. Par contre, la notion de se dire je sais pas, de vivre dans le monde économique d'une façon ou d'une autre. Par opposition au monde de la technique ou de la science. Bon, comme il y a beaucoup d'enfants qui ont des facilités à l'école, et dans la catégorie des enfants qui ont des facilités à l'école, chez un jeune juif en général, t'as trois chemins. T'as le chemin, 3 chemins balisés, hein, bien sûr. T'as le chemin ingénieur. T'as le chemin médecine, et puis t'as ce chemin-là un peu générique, généraliste de grande école de commerce. Ouais. Et je suis parti comme ça parce que peut-être parce que c'était naturel. Je sais pas. Hein, c'était aussi tu réfléchissais à 18 ans, tu réfléchis sur des histoires de quelle matière t'es fort, qu'est-ce que t'aimes. Justement, si mes souvenirs sont bons. T'étais très fort en maths. Alors en maths oui, mais maths c'est commun aux trois à ces 3 trajectoires, donc c'est pas discriminant. Mais physique, bio, j'aimais pas du tout. Ah, t'aimais pas. Ça m'ennuyait, tu vois. C'est vrai que c'était pas mon truc. J'aimais l'histoire, j'aimais ce genre de truc quoi. Un peu plus, j'aimais le fait que toucher à tout. Et bon, c'est sûr que les études généralistes d'école de commerce, c'est les plus généralistes qui a fait une prépa à école de commerce. L'école de commerce c'est notre affaire. Mais du coup tu considères que être entrepreneur c'est un type de personnalité, c'est accessible à tout le monde, ou il y a une espèce d'état d'esprit qu'il faut avoir pour être... Alors je dirais que c'est un peu qu'en étant entrepreneur, alors moi c'est vraiment mon expérience, je vais pas donner de trucs quoi, hein, je vais te dire vraiment comment moi je l'ai vécu. Moi j'ai désappris énormément de trucs parce que avant d'être entrepreneur, j'étais mec d'une école, formé dans une école de commerce française, puis 8 ans dans le conseil, donc très pensée organisée, on planifie, on anticipe, on réfléchit à tous les cas, les trucs sont analysés, etc., etc. Et ici, donc j'ai appris à être entrepreneur en plus en Israël, parce qu'entre-temps j'étais arrivé ici, et alors là j'ai dû apprendre essentiellement une chose, c'est 2 choses. C'est 1, faire des hypothèses très courtes et vite les tester, et 2, agir. Et c'est vrai que moi ça m'avait choqué au bout de 2-3 mois où j'ai commencé à apprendre
apprendre l'entrepreneuriat. C'est un espèce d'accélérateur qui s'appelle un accélérateur qui s'appelle qui est à Gvaim, c'est une organisation qui aide les Olim, les nouveaux arrivants, et je me souviens d'avoir vu un type intervenir, et en fait, les gens lui posaient des questions, et sa réponse contenait toujours un verbe d'action. Va, appelle, sort, contacte, regarde, décide. Enfin, il y avait jamais le mot analyser. Il y avait jamais le mot regarde les chiffres. Non, va voir des clients potentiels et puis teste si ce que tu penses c'est bon, etc. Donc voilà ce que je dirais. Moi, j'ai dû désapprendre une partie. Bon, j'ai pas tout désappris quand même. Ça m'a servi pas mal de choses de ce que j'ai fait, mais pour avoir la vue globale ou ce genre de choses. Oui, t'avais quand même une vachement bonne compréhension du business en général, quoi. Voilà, vision stratégique, on va dire la vue globale, savoir déléguer, savoir découper un problème en plusieurs choses. Tout ça, c'est des choses que j'avais de mon expérience d'avant. Mais bon, ça suffit pas grand chose. Pour moi, entrepreneur, c'est... Enfin, je suis pas le plus entrepreneur des entrepreneurs, mais ceux que j'admire, en tout cas, ils ont la personnalité d'y aller. C'est qui les entrepreneurs que t'admires du coup Non, c'est un Steve Jobs ou un Elon Musk ou un mec comme Elon Musk, on peut dire ce qu'on veut, c'est quand même un mec admirable. C'est un mec qui se met une ambition de fou. Et il y va. Et il dit pas genre je vais pas y arriver, il dit pas non mais attendez, on a fait nos calculs, ça arrivera en 2037. Non, il dit on y va dans 3 ans. 3 ans, on a un plan dans la tête. Et au bout de 3 ans, le truc est pas loin, quoi. Souvent ça finit à 4 ou 5, mais ça y va. Et il arrive à obtenir des choses que les gens pensaient pas être capables de donner. Donc lui, il donne une trajectoire très ambitieuse, il y va. Ouais, lui, c'est clairement quelqu'un qui est admirable. Clairement. Ouais. Si Jobs, c'est pas que je connais moins, mais pour moi, c'est autre chose. C'est une espèce de mythe du management, quoi. Écoute, moi, c'est les aspects qui me plaisent. C'est les aspects de manager. C'est-à-dire que l'entrepreneur qui est tout seul dans son garage et qui invente une idée de génie. Pourtant, ça, c'est Elon Musk il ressemble vachement à ça. Paraît que c'est un ingénieur de génie et que ses capacités techniques sont très très impressionnantes. Mais qu'à côté de ça, il est aussi il gère super bien son personnel. Et en plus, il gère, je sais pas, 4-5 boîtes très technologique, très pointu, en parallèle. Enfin, c'est très impressionnant. Non, mais ça c'est impressionnant. Mais je veux dire, l'aspect technologique, je ne peux qu'admirer, mais c'est un peu comme quand t'admires un mec qui fait des cabrioles au cirque. C'est juste des choses que tu sais pas faire, tu vois. Ça va. Non, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Tu vois un mec qui fait, qui est un jongleur, un cracheur de feu, enfin, c'est des trucs extraordinaires. Mais tu te dis, bah, écoute, je n'en suis pas capable, ou un pianiste de génie. Donc j'ai du mal à me dire, waouh, c'est ça le chemin. Par contre, la partie managériale, alors là, oui, c'est là-dedans que je vais aller chercher des sources d'inspiration. Ouais. Mais, ouais, alors après, entrepreneur, ce que je dirais quand même qui ressort, c'est une espèce de combiné de deux choses. C'est à la fois, une grande assurance et à la fois une grande humilité. Alors c'est un peu compliqué de les mettre ensemble, mais il faut à la fois être capable de donner confiance et d'entraîner des gens avec toi. Et franchement, tu fais que ça. Au début, c'est tout repose sur toi. Je me souviens au début, on a dû alors donc Costockage pour mémoire, enfin ou pas pour mémoire, c'est un service qui à l'origine c'était comme un Airbnb pour les caves ou les garages. Donc les gens pouvaient mettre sur le site de Costockage leur cave, leur garage, et d'autres personnes pouvaient les louer. C'est toujours le cas, sauf que maintenant il y a beaucoup plus de professionnels, il y a beaucoup plus de choses, mais à l'origine c'était ça. Et on a dû par exemple aller convaincre une assurance de couvrir ce truc-là en disant évidemment s'il y a un problème, s'il y a un incendie, etc., vos affaires sont assurées. Ça faisait partie de la proposition de valeur au début. L'assureur, en vrai, le mec il nous a dit oui. Il nous a couvert quel que soit la cave, le garage, sans demander de vérification sur les portes, les machins, etc. Un truc très simple. Et en fait, au fond des choses, il l'a fait uniquement sur notre parole. Ouais. Et sur ma parole, sur un rendez-vous qu'on a fait tous les deux. Et les investisseurs, c'est pareil. On a convaincu des investisseurs au début qui n'étaient pas que notre mère et que nos parents sur la base de les gars, voilà le plan, voilà comment on a prévu de le faire, voilà comment on s'entoure déjà et comment on va s'entourer.
À cette époque-là, on avait dû faire 8 transactions, quoi. On avait dû. La première, c'était la sœur de Adam, mon associé, avec ma mère. Et c'était un frigo qui devait être stocké. Et puis le frigo, il est pas passé parce qu'on n'avait pas prévu qu'en fait, il fallait demander la largeur de l'escalier. Donc bon, enfin, c'est des trucs que tu. Au début, en vrai, c'est vrai. Il faut de l'assurance. Mais ça me perturbe, mais je sais pas pourquoi ça me perturbe, mais comment l'idée même de co-stockage est née, tu vois, genre c'est. Bon, alors ça, j'aimerais vraiment te raconter une bonne anecdote à moi, mais en fait, c'est celle d'Adam, donc mon associé. Alors lui était ITOZI, comme moi, et comme toi, et comme beaucoup de gens, comme tous les gens bien. dans ce blog, dans ce podcast. Pour l'instant. Pour l'instant. Et donc il devait tout simplement stocker les affaires de son groupe et de son groupe local, hein, donc je sais pas, des malles, des tentes, ce genre de choses. Et il a voulu aller chez des professionnels, il a vu que ça coûtait très très cher et que c'était pas dans les moyens de son groupe. Donc il avait un copain qui avait une cave qu'il utilisait pas, donc ils l'ont loué. Puis il s'est dit bah c'est peut-être une bonne idée de business. En gros, c'était ça. Et en plus à l'époque, c'était la mode déjà, c'était en 2007, 8, c'était à l'époque où Blablacar venait de se lancer, il s'appelait je sais plus comment il s'appelait, mais ça c'était pas ce ton-là. Il s'appelait je sais plus. Bon bref, ça me reviendra un moment. Et il y avait la même chose pour les voitures, ça s'appelait Voiture Libre à l'époque. Et puis on s'est dit les trucs collaboratifs commençaient à prendre. Ça commençait un tout petit peu, c'était les tout premiers. Et on s'est dit ça me paraît être une bonne idée. Sympa. Et donc donc je te disais assurance. Et l'autre, c'est l'humilité. Et l'humilité, c'est pas forcément avec tes équipes, mais en général, tu te lances, mais il y a une chance sur 2 que tu te plantes. Déjà, en vrai, il y a 9 chances sur 10, il y a 9 startups qui plantent sur 10, donc déjà, l'entreprise en général peut se planter. Mais même dès que tu dis quelque chose, il faut c'est dur de reconnaître qu'en fait, ce sont des hypothèses. Ouais. Et en fait, parce qu'au début c'est des hypothèses, mais après tu le dis, ton équipe elle travaille sur le projet, pendant 3 mois, 6 mois tu testes, les résultats sont pas bons, tu dis non mais attends c'est dingue, et puis à un moment il faut se dire non attends, rappelle-toi, t'as mis une hypothèse mais tu t'es peut-être juste planté. Et en fait la réalité elle te rattrape et tu peux te tromper, et tu te trompes en vrai assez souvent. Ouais, mais moi je me rends compte de ça parce que maintenant enfin, je suis pas un entrepreneur comme ça, mais en tant qu'ingénieur, je me balade dans des startups et tout, et tu vois beaucoup de ça, tu vois beaucoup des grands plans, etc., machin. Moi, par exemple, dans une des boîtes que j'ai vues, il y avait, ils parlent d'un algorithme qu'ils ont mis. Maintenant, l'algorithme, il y a 10 lignes de code écrites quelque part qui sont là depuis 6 mois, personne ne les a touchés, mais il y a un truc. et moi, c'est quelque part, je dis pas que ça me dérange, parce que je pense que c'est accepté. Tout le monde sait que c'est ça, tu vois, on te propose une vision, tu vois. La startup, elle propose une vision d'abord, qui sera concrète bien plus tard, en fait, tu vois, ou qui s'apprête à être concrète, ou il y a un plan pour être concrète, et c'est là-dessus que les gens y tablent, tu vois. Ils disent si l'équipe, elle a l'air bien, dit, on investit dans cette équipe qui peut plus ou moins concrétiser ce truc. Mais quand même, je me dis, comment tu viens avec une telle assurance et dis nous avons un algorithme qui fait ceci, cela, alors que en vrai, bon, tu vois, je t'ai dit que j'admirais des gens, mais pas les acteurs pour le coup. Non mais il y a une partie d'acteur, en fait. Il y a un talent d'acteur. Mais oui, t'as un talent d'acteur. Je pense, mais pas que d'acteur, mais c'est en vrai. Bon, enfin, tu vois, dans mon cas, j'avais un travail, enfin. Je parlais souvent de ma mère qui m'avait vu renoncer à un salaire très significatif pour me lancer dans un truc de cave et de garage à la mort moelle-neu. Bon, c'est sûr que tu t'investis tellement en fait dans l'exercice, dans le projet, que tu en deviens très convaincu et donc assez convaincant. En général, c'est comme ça que ça se passe. Et même les efforts que toi tu fais, tu vois, je sais pas, les premières années on s'est pas payé pendant peut-être 3 ans ou 2 ans au moins. Bon bah c'est des efforts. Les mecs qui sont avec toi dans tes équipes, ils le voient, ils le savent, tu vois. Et ça fait partie, ça construit une base de confiance. Je dirais. Oui, c'est sûr. Le problème le plus important, c'est de réussir à convaincre les gens qui travaillent pour toi. Pour moi, c'est le plus. Alors, évidemment, tout le monde te dira, les investisseurs, les machins. Bon, évidemment, c'est très important, les investisseurs. D'abord, mais on te dit, je sais pas. Alors, les Américains ils diraient, c'est d'abord les clients qu'il faut convaincre, et ils ont probablement raison. Il y a les gens qui te diraient, il faut convaincre les investisseurs, et ils ont aussi raison. Moi, en tout cas, ce que j'aime,
c'est l'équipe. Disons que ce qui me fait vibrer et ce qui me fait, après 8 ans, être encore très heureux d'être un patron d'une petite boîte avec 15 personnes, avec un salaire qui est toujours pas la moitié de ce que je touchais au BCG. Pourquoi ça me plaît toujours? C'est parce qu'il y a cette équipe-là. C'est-à-dire que tu t'as construit un truc avec des gens. Et ces gens-là, tu les vois se développer, tu les vois progresser. Et ça, c'est moi ce qui me plaît. Ça, j'allais te demander. J'allais bifurquer là-dessus. Vraiment, ça fait quoi d'être le patron? Tu vois, parce que bon, qu'est-ce que ça fait d'être est-ce que ça rentre en jeu, je sais pas, comment tu vis la hiérarchie, comment tu vis le travail en équipe? Non, c'est un truc qui me perturbe parce que moi j'ai vraiment du mal avec l'hiérarchie, j'ai du mal quand mon patron il me dit un truc qui est un petit peu trop de travers, dans ma tête tout de suite ça fait mais pour qui se prend ce patron? Non, mais moi je crois en un travail égalitaire. Non, c'est pas vrai. Franchement, j'adore être le patron. Je vais pas mentir, j'aime ça. C'est-à-dire que la notion de se dire tu donnes une direction et tu emmènes avec toi des gens, tu es moteur d'un truc. Ça, c'est vraiment un truc qui, chez moi, est très ancré. OSEI, c'est un truc qu'on m'avait dit. Ça a toujours été le truc qui moi, me fait vibrer. C'est emmener avec moi une équipe, en général. Alors après... Comment tu mets une bonne ambiance? Patron, in fine, c'est quand même toi qui dois dire non quand on vient de demander une augmentation salariale ou revue ou j'ai dit refuser de congé. Non, ça en Israël tu fais pas, mais de toute façon les gens ils ont tellement peu. En Israël il y a pas de congé là. Donc tu dois quand même prendre des décisions. Mais je saurais pas te dire. C'est quand même le tout, c'est de le faire. En fait, nous la façon dont on a fini par résoudre ce système, je pense qu'on le faisait déjà intuitivement, mais on a fini par le formaliser il y a quelques années. On a fait venir une société de conseil en quelque sorte qui s'appelle Fly the Nest et ils nous ont aidés à mettre au clair quelles étaient les valeurs de la société. Et en fait, à partir du moment où tu définis, on a défini 5 avec l'équipe, donc tout le monde les a définis ensemble. À partir du moment où tu définis ce truc-là, et si tu le fais bien, c'est pas du bidon, c'est-à-dire le patron qui écrit un jour 3 trucs et puis qui les placarde partout. Si c'est vraiment un exercice collectif qui vient de ce que sont les gens dans l'équipe, finalement c'est une espèce de synthèse des valeurs qui animent individuellement les membres de l'équipe, et ben t'arrives à un truc où en fait y a pas tellement de problèmes parce que finalement tu sais à peu près pour ce genre de questions de patron à employé, ouais. tu sais pourquoi les justifier. Parce que si tu fais telle chose, si quelqu'un te dit non mais attends je comprends pas, on a déjà toutes les données dans la boîte, pourquoi tu me demandes d'aller voir dehors? Bah attends, il y a une valeur où on a dit que c'est d'aller apprendre en allant regarder ce qui se passe. Bon bah si c'est ça la valeur, il faut y aller. Et en fait, t'as ces espèces de boussoles que tu t'es fixées collectivement qui aident. Très souvent c'est du bidon, hein. C'est le board of directors de je sais pas quelle boîte qui a défini des valeurs et puis qui sont censés être cascadés. Donc c'est souvent perçu comme ça par les employés. Mais dans une start-up et quand c'est fait sur une base de moins de 50 personnes et que c'est fait grassroots, quoi, enfin genre par le bas, ouais. Pour le coup c'est incarné et les gens le sentent. Et du coup tu recrutes des gens qui sont comme ça. C'est des critères, tu vois, genre nous quand on fait passer les entretiens, si le mec on sent qu'il est en conflit fort avec une des valeurs, on le prend pas. Même s'il est techniquement très bon. Ah bah ouais, c'est le principe. Ouais. Sinon, tu sais que ça va clasher. Ouais. Tu sais que ça va clasher d'une façon ou d'une autre. Et tu penses que t'aurais du mal à faire ça avec une boîte plus grande? Ah non, je rêve que ma boîte elle soit beaucoup plus grande. Mais il faut la faire grandir. Sur cette question de valeur, plus spécifiquement, c'est plus facile quand tu le fais, quand tu commences dans une structure qui est plus petite. Et après, pour le coup, ça te permet de grandir. Parce que une fois que les valeurs sont au carré, par exemple, une boîte comme Amazon, elle le fait très très bien. Alors, c'est pas du tout des valeurs que j'aime, mais ah ouais les valeurs d'Amazon, elles sont très 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 claires. Et les mecs qui recrutent, ils sont super alignés avec ces valeurs-là. Et ça permet à la société de fonctionner comme un seul homme, alors que c'est des centaines de milliers d'employés dans toute la planète. Et c'est quoi les valeurs d'Amazon? C'est public. Je saurais pas te les dire dans les détails, mais il y en a beaucoup autour de l'efficacité, par exemple. C'est évidemment de l'efficacité. Il y a des notions de, je sais plus, il y avait une histoire d'intelligence. Ils valorisent l'intelligence. C'est-à-dire que il y avait comme ça une anecdote qui disait que
pendant toutes les années, la consigne quand tu recrutais quelqu'un, c'était de dire si il augmente la moyenne d'intelligence de Amazon, tu l'embauches, sinon tu le prends pas. Donc c'est une notion d'ambition intellectuelle qui situe le truc. Et ça veut pas dire, des valeurs, ça veut pas dire d'être sympa, hein. Oui, non, ça veut dire que c'est juste, voilà qui on est et voilà comment on est. Ça doit rendre le truc hyper compétitif. Les doigts, ils doivent être en permanence en train de montrer combien ils sont super smart. Enfin, je sais pas, parce qu'une fois qu'ils sont dedans, peut-être qu'ils ont supposé qu'ils étaient dedans, donc c'était bon. Je sais pas exactement, mais en tout cas, il y a un truc qui est que les valeurs, ça te permet de pas te tromper. Genre, je sais plus. On me racontait l'anecdote d'une société qui était comme ça très agressive, shark un peu comme ça, un peu requin. Et ben les mecs, ils savaient qu'ils étaient comme ça. Et ben ils disaient, nous sommes sur leur pub de recrutement, enfin sur leurs annonces, ils disaient, nous sommes tac tac, tu es comme ça, si tu n'es pas comme ça, laisse tomber, ça sert à rien. Par contre, si ça t'intéressait, si t'as pas choqué, viens nous voir. Ah ouais. Et c'est une façon d'avoir une espèce d'homogénéité de gens qui croient en les mêmes choses ou qui sont à l'aise avec les mêmes choses. Ça, moi, j'avoue que le monde de l'entrepreneuriat, c'est un truc, c'est tellement étranger pour moi, et je serais tellement terrorisé de me lancer dans un truc qui dépend de moi. Théorisé ou terrorisé? Terrorisé avec 2 R. Oui, parce que je me disais théorisé. C'est aussi théorique pour moi complètement. Enfin, y a rien à dire. Mais est-ce que le dernier truc qui me passe par la tête, c'est genre, est-ce qu'il y a là-dedans une velléité d'être complètement indépendant? Ah ouais, bien sûr. Ça change quoi, ça? Ça change quoi dans la vie, en vrai? Bah, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Alors, non, t'as raison. C'est le truc qui fait qu'aujourd'hui, j'aurais énormément de mal à redevenir employé. C'est ça. C'est d'être son propre chef. Alors, on est deux, en fait. Donc, t'es pas totalement ton propre chef. Mais quand même, chacun est son propre chef. Et en plus, lui, il est en France et moi, je suis en Israël. Donc, on a quand même une espèce de sphère d'autonomie. Et oui, c'est sûr. Bah, qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand il y a besoin d'être à la maison, parce que c'est important d'y être, bah t'y es. Quand tu penses qu'il faut faire quelque chose et que t'y crois vraiment, et ça a lieu. Enfin, en tout cas, on essaye. Ouais. C'est des choses. Ouais, tu as raison. C'est probablement le point moteur. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens en ce moment qui abandonnent l'entreprise, en ce moment, j'aurais dit avant le corona. Maintenant, je pense qu'avec le corona, j'ai encore un job, ils le gardent. Mais t'avais un grand mouvement de fond de gens comme ça, surdiplômés, qui étaient dans les grandes entreprises de finance, de je sais pas quoi, qui un jour laissent tout tomber et se retrouvent à aller ouvrir des baraques à frites, ou bon, généralement c'est plutôt des espèces de production bio, de produits du terroir dans le Larzac, mais qui font ça parce que d'un coup, à la fois ils ont besoin de sens, et puis à la fin ils ont besoin d'être leur propre patron. Oui, c'est vrai que je comprends ça, parce que moi personnellement je vis mal la hiérarchie en général. C'est un truc Toi, c'est un truc qui me perturbe en fait. J'arrive pas à me dire ce gars-là, il peut me dire écoute, tu fais ça et ça, ou t'as plus de salaire, ou que parce que t'as l'impression que ça se passe comme ça. Non, au fond, moi mon boss est sympa, tu vois. Au fond, il est sympa, il est raisonnable, tout ce que tu veux, et en général, j'imagine que les boss sont sympas et raisonnables, et en général, tu vois. Mais rien que l'idée, tu vois, d'être dans cette position où t'es mais je vois, t'as une logique marxiste en fait. Non, pas forcément, parce que je comprends la logique. Il y a quand même un rapport de force qui existe. Oui, évidemment, il y a un rapport de force. Bien sûr qu'il existe. Il y a un rapport de force parce que même si moi aussi, t'en rends pas compte, mais moi aussi, si jamais je pars, ils sont dans la merde, tu vois. C'est-à-dire, je pars, ils sont dans la merde, je suis responsable de mon projet. Et ça, on l'oublie, en général. C'est ça, c'est-à-dire, si maintenant je pars, va te trouver un autre mec qui va lire le code que j'ai écrit, qui va pas comprendre, qui va reprendre ce que j'ai fait. C'est une horreur. Code review, c'est une horreur. Alors bon, moi, j'essaie de bien faire mon travail, de faire de mon mieux pour que ça soit lisible et j'espère que... Mais pas trop, laisse des petits trucs comme tu ça. Vois, mais des fois, t'as envie de dire, tu sais quoi, je vais tout écrire très moche. Comme ça, je suis complètement indispensable. Et tu sais, ça existe, hein. Il existe des boîtes qui en fait, ça c'est une anecdote marrante, mais il y a des boîtes, ils veulent pouvoir publier ils sont obligés de publier leur code. Si tu utilises un code open source, par exemple, qui est libre, dans ton projet et que tu veux l'utiliser, certains trucs open source exigent que si tu l'utilises, ce que tu vas faire avec, ça va aussi être open source. Oui. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent le code d'une façon tellement illisible que même si quelqu'un le lit, tu vois, ils écrivent des noms de variables qui veulent rien dire, des trucs très relous.
Comme ça, ils le publient, mais comme ils veulent pas que les gens puissent l'utiliser, ça rend ça inutilisable quasiment parce que imagine 1000 lignes de code, 2000, 10 000, 15 000 que tu peux pas lire. Oui, c'est pas très agréable. C'est une façon de tourner le truc, mais oui, moi je suis. Oui, non, j'ai toujours du mal. Mais c'est vrai que t'as raison. C'est au fond du fond. De toute façon, tu peux pas enlever le rapport de force. Ouais. La relation employeur-employé, c'est une relation je veux dire, tu peux dire que c'est une relation d'exploitation. Dans le fond, elle existe toujours. Il y a une relation de pouvoir, c'est sûr. Non, c'est pas vrai parce que mais moi, je la vis pas au quotidien. Hein. Évidemment, je suis du bon côté, donc c'est difficile de le sentir. Mais je pense pas que les mecs qui travaillent dans mon équipe, je dis les mecs pour les mecs et les filles, hein, c'est un terme générique, sont parce qu'il y a plus de filles en fait que de mecs. Et je pense pas qu'ils aient ce sentiment-là. Ouais. Non, c'est peut-être moi, hein. Je pense pas que si, non, mais ils savent qu'ils ont un chef. Enfin, je veux dire, ils savent que s'ils veulent travailler le vendredi plutôt que le dimanche, faut te demander. Il va falloir me le demander, et puis je risque de dire non. C'est déjà arrivé, tu vois. Ouais. Mais bon, il y a quand même une notion de on construit un truc ensemble. Ouais. Et ça, c'est possible, je pense, quand t'es dans une taille qui reste raisonnable. Oui, non, c'est sûr. Mais non, c'est peut-être moi. C'est juste moi. Ça, c'est une petite structure. Ouais, c'est une petite structure. On est une dizaine, un peu plus. Mais du coup, ça se passe plutôt bien. On est chacun est très indépendant. En général, ils disent pas non quand tu demandes des trucs raisonnables et tout, mais t'as quand même une espèce d'impression comme ça. C'est peut-être. Non, mais je pense qu'en plus dans le dev, c'est quand même la partie. Bon, nous, on a très peu de développeurs, donc on n'a pas ce problème-là. Mais t'as quand même une notion de. C'est très c'est une machine au fond un code. Donc il y a une notion de telle partie dépend de telle partie qui dépend de telle partie. Il y a quelqu'un qui va revoir le code de l'autre. C'est quand même, il y a des éléments de hiérarchie et de rapport de force qui sont plus que tu peux moins éviter, quoi. Tu peux pas donner une autonomie complète aux gens, j'imagine. Non, oui, c'est sûr. Bon, il y a beaucoup de travail en équipe, quoi. C'est-à-dire, c'est rare que tu construises des grands systèmes tout seul, quoi. Et aujourd'hui, n'importe quelle startup qui a la velléité de faire un système un peu complexe, qui résout un problème un petit peu complexe, ben, il a besoin au moins de quelques mecs qui construisent quelque chose, et encore plus pour pouvoir apporter ce système comme un service, tu vois, et déployer, ce qu'on appelle déployer le système à l'extérieur. Enfin, ça devient vite compliqué, et ça demande vite une main d'œuvre significative, quoi. Mais ouais, moi je rêve distant comme ça de me dire est-ce qu'un jour je me libérerai de ça ou pas. Je vois pas ça comme marxiste parce que c'est mon choix, tu vois. C'est un certain choix. Je serais terrorisé par prendre une boîte en main et dire allez, je me lance dans un truc, j'aurais la trouille. Du coup, je me retrouve dans cette situation, c'est aussi mon choix de truc. Mais je sens aussi le désagréable. Il y a un autre truc aussi, c'est qu'il faut pas oublier quand même que ça reste. C'est sympa, bon là je dis plein de trucs super, mais ça reste quand même une énorme responsabilité, ouais. Dans le sens où, tu vois, il y a 2 jours, on a un espèce d'indicateur du chiffre d'affaires qui marchait très bien, et puis qui du jour au lendemain s'est détraqué, mais je l'ai pas vu. Je m'en suis rendu compte il y a 3 jours. Donc le chiffre d'affaires passé était très bien, mais le chiffre d'affaires futur était prévu vachement haut, et pas suffisamment haut pour que ce soit plausible, mais quand même un peu haut. J'ai eu quand même un doute. J'ai dit viens, on regarde tout dans le détail, ligne à ligne, on a trouvé qu'il y avait une erreur. Et manque de bol, au lieu de faire plus 15% le mois prochain, on allait faire plus 3%. Et donc, toutes les décisions qu'on allait prendre, d'investissement, que j'avais pas encore partagé, mais qui moi commençaient à naître dans ma tête, ben d'un coup, on peut pas les faire à court terme. On va pouvoir les faire dans les mois à venir, mais là tout de suite, c'est plus possible. Et ben, je peux te dire que même si c'est pas grand chose, et c'est que des fantaisies qui ont même pas été partagées avec personne, ben ça te pèse. Et le soir, ça te pèse. Et la nuit, ça te pèse. Et le matin dans la douche, ça te pèse. C'est des choses qui sont... et ça, encore, c'est une version tranquille. C'est pas genre... une fois, on a eu une expérience un peu particulière d'un investisseur, une société mutuelle française que nous ne citerons pas, qui, après 6 mois nous avoir dit oui, on va mettre 1,5 million d'euros chez vous, et ça va bien se passer, et puis ils sont venus, ils ont tout vérifié, tout était bon. La veille du jour de la signature,
En fait, on a eu notre dernière réunion et puis, mais en fait, vous êtes en Israël. Bah oui, vous le savez, on en a parlé depuis 6 mois. Ah ouais, mais ça va pas le faire. Et donc les mecs nous ont planté la veille du jour où ça devait être signé et où l'argent allait arriver une semaine après, quoi. Donc là, oui, bon, c'était il y a très longtemps, c'était il y a peut-être 5 ans de ça. Là, pour le coup, ça t'empêche de dormir. Mais ce sont des... Dans tous les cas, ça reste le quotidien, tout te pèse. Enfin, si tu prends les choses vraiment à cœur, un employé qui est pas heureux, ça va te peser le lendemain. Un client qui fait un mauvais feedback, ça va te peser immédiatement. Il y a beaucoup de choses que tu prends à cœur d'une façon ou d'une autre. Ouais. Tu dirais que ta boîte, c'est ton 3e enfant ou? Alors j'aurais pu dire que c'est mon premier parce qu'il arrivait bien avant les autres. Mais en ordre d'importance, non, quand même pas. Mais mais oui, c'est aussi mon bébé, mais il est que à moi et à mon associé. Donc c'est un peu d'un mariage, d'un autre mariage, quoi. Non, mais je dis ça un peu, une boîte, ça a l'air d'être un enfant parce que t'as l'impression que ça te prend tant comme un enfant, ça te prend tes jours, ça te prend tes nuits, oui, ça te prend beaucoup de place dans la tête, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. C'est sûr, c'est une grosse responsabilité. Après, c'est pas grand-chose, hein. Ça reste que de l'argent et des décisions et du commerce. Tu pourrais te dire, bon bah écoute, après ça s'arrête, tout le monde se serre la main et on rentre chez nous. Et dans les faits, c'est ça, parce qu'en plus, j'ai mis l'argent un peu au début, mais c'est pas ça qui va. C'est rien. Il y a pas de conséquences. C'est juste ce que tu as investi dedans émotionnellement, qui au fur et à mesure se construit et fait de ça quelque chose que t'as pas envie, auquel t'as pas envie de renoncer. Ouais. Tu dirais que enfin, quelque part, monter une boîte, c'est un acte de foi un peu, non? Tu penses pas? Ah, c'est une bonne question. C'est rigolo. Faut avoir une certaine dose d'émouna. C'est rigolo. Je sais pas comment je le verrais. Oui, bah oui, bien sûr. Ce qui est sûr, c'est que je vais utiliser un mot de la même famille. Ça demande une confiance. Je t'ai parlé d'assurance tout à l'heure, donc c'est une espèce de confiance en soi, mais pas qu'en soi. Confiance que les choses elles vont se passer comme tu l'as prévu. Confiance dans les restes de l'équipe. Confiance dans ton associé. Il y a plein tu donnes plein de confiance quand tu fais et de confiance à foi, il y a que quelques lettres. Il y a que quelques lettres. Ceci était une transition assez fluide entre deux sujets. Assez fidèle pour rester dans le champ lexical. Que je pense depuis 5 minutes, je fais comment je vais... Non mais c'est vrai parce que t'as un parcours d'entrepreneur et t'as aussi un parcours de religieux quelque sorte. Parcours de religion. Bah, en plus, ça arrive au même moment. Alors ça c'est les 28 ans. C'est ça, voilà, c'est dans les mêmes... On en fait beaucoup sur les 20 ans, la crise de la quarantaine et tout, mais en fait, c'est les 28 ans. Alors, viens, on commence au début. T'as grandi dans quel type de famille? Donc moi, j'ai grandi dans une famille vraiment traditionnaliste d'Île-de-France, c'est-à-dire, je dis ça par rapport à Strasbourg ou Marseille ou Toulouse, c'est vraiment... je vais parler en termes technique et concret et après on parlera d'autres choses, mais je vais d'abord parler de ce genre de choses. Je mangeais dans les restos dehors mais pas de viande, je faisais le kidouche et on avait l'interdiction de sortir et un grand repas pour chaque vendredi soir. On avait l'interdiction formelle de sortir le vendredi soir mais pas le samedi. On faisait les fêtes Pessard de façon et Kippour de façon intraitable, mais moins sous-gotte. C'était, il y avait un truc complètement, vraiment traditionnaliste. Ouais. Et avec ça, beaucoup de joie, beaucoup de famille, beaucoup de sens de la famille, beaucoup de belles choses autour de ça. Mon grand-père, du côté de ma mère, était lui pour le coup très très pratiquant, mais ça passait essentiellement par les actes, les fêtes, les repas. Très peu par la parole et pas d'études. Zéro. T'as été à l'école juive? Non, j'étais au Talmud Torah. Talmud Torah et ce qui a commencé à me faire mettre un tout petit doigt dans quelque chose, c'est les EI. Et quand je dis les EI, c'est pas les EI, c'est le dernière minute des EI, c'est au moment où on m'a totémisé. Donc alors c'est vraiment la fin du parcours. On te donne un nom d'animal, on te dit merci, bravo. Normalement, c'est censé être le début d'un autre parcours, mais dans la vraie vie, on te le fait à 21 ans. Quand t'as déjà fait pas mal de choses. J'étais au Centre National, j'avais fait des années d'animation, de chef de camp, enfin c'était vraiment plutôt à la fin. Et on m'a dit, bah écoute mec, c'est super ce que tu fais, mais pourquoi tu transmets pas de contenu?
en gros. Et c'est vrai que ça m'a fait un choc. Et on m'a dit, j'ai pas le droit de trop dire les détails parce que ça reste confidentiel. Ça reste mais par un mythe. ça a été la première fois ou presque que je devais transmettre un contenu en préparant pour de vrai et pas juste en racontant une histoire que j'avais entendue 2 jours avant ou alors on a chopé un truc sur internet. Et ça m'a fait un premier choc. De dire, mais purée, c'est vrai qu'il y a une espèce de... À la fois, moi, qu'est-ce que je transmets? C'était une première vraie question. Et à la fois, de me rendre compte de l'ampleur de ce qui était disponible comme savoir dans notre tradition. Mais au Talmud Torah, moi, je sais pas, j'ai jamais mis les pieds dans un Talmud Torah, en fait. Quand j'y pense. On apprend quoi, en fait? Alors, t'apprends quoi dans le Talmud Torah? Alors, si je me souviens bien, t'as 2 heures où t'apprends à lire, en théorie. Sauf que moi, j'avais 8 ans, je savais pas lire. Et donc, au lieu de m'apprendre à lire, il m'envoyait chez Simon, qui était un gars qui était un prof, qui était censé faire une espèce de rattrapage, sauf qu'il faisait que raconter des histoires. Très sympa. Et du coup, je connais tout de l'histoire de Salomon, mais je ne savais pas très bien lire. Donc, quand j'arrivais aux EI, je lisais, hein, mais lentement. Du coup, je maîtrisais pas très bien les prières. Du coup, j'aimais pas ça. La fois où on m'a demandé de faire un truc vraiment bien, c'est préparer mon passage à la Torah pour la bar mitzvah. Je l'ai fait, etc. C'était bien, mais j'avais pas. Donc normalement, voilà, on fait 2 heures de lecture et 2 heures de histoire, apprentissage varié, halakha, enfin je sais pas comment on appelle ça, les fêtes quoi en général. Ouais. Et puis faut pas oublier quand même le plus important, c'est de jouer avec la balle de tennis sur le mur pendant la pause, pendant une demi-heure. Moi c'est ce dont je me souviens. J'ai des anecdotes que les bons souvenirs de mon frère qui se fait attraper par l'oreille et punir parce qu'il avait dit il avait dit est-ce que je peux partir un quart d'heure plus tôt, et on lui avait demandé pourquoi. Il fait pour aller au McDo. Alors ça évidemment ça passait pas, tu vois. Bon voilà, c'est pas passé. Ouais. Non, c'est pas passé. Donc voilà, cette Talmud Torah pour nous c'était une familiarisation. On avait pas mal de gens dans la famille de ma mère. Il y avait des gens qui pratiquaient et qui étaient érudits, mais c'était pas arrivé jusqu'à nous en quelque sorte. C'était pas un truc qui faisait particulièrement ça faisait pas partie du quotidien tellement. Non, ça faisait pas partie du quotidien. Donc je te dis voilà, le premier truc aux EI. Et puis après via des rencontres amicales et autres, j'ai commencé à aller un petit peu suivre des cours. J'allais à la rue Pavée 1 fois par semaine. Bon, j'aimais pas trop tout ce que j'entendais, mais il y avait ça m'intéressait quand même. Je sentais qu'il y avait suite au choc de la totémisation. Ça, c'est une première graine. L'autre graine, bon, c'est une fille que j'ai rencontrée. Bref, bon, on n'a pas besoin d'en parler plus. Sans détail. Plus en avant. Ouais. Mais qui, elle, pour le coup, était dans une famille où la Torah, l'étude voulait dire quelque chose de très fort. Et ça m'a intéressé. Je savais que ça m'intéressait, donc je m'y suis mis. Lire des livres, etc. Et alors un peu plus tard, évidemment, donc tout ça, on était à peu près là, quand j'ai rencontré Déborah, donc c'était en 2013, donc j'avais 31 ans. Et donc ça faisait quelques temps que j'étais en Israël et que j'avais commencé qu'au stockage. Et là, bon, pour le coup, on s'est rencontrés. Et assez rapidement, il y avait une différence forte entre la place qu'occupait la Torah dans sa vie et dans la mienne, on va le dire comme ça. Au-delà de la pratique, ce genre de choses, il y avait déjà ça. Et il y avait et voilà, enfin il y avait déjà ça comme point de départ. Mais ça t'intéressait avant en fait. Oui, ça m'intéressait avant. Il y avait un truc, voilà, il y avait ça. Il y avait cet intérêt. Et il y avait mais ça s'exprimait par quoi? T'avais lu des bouquins et tout. Je lisais. C'est quoi le meilleur bouquin que t'as lu de cette période-là, genre, ou le truc qui t'a le plus... Attends, il doit être là, juste à côté. On peut lire un passage même. C'était non, c'était un truc très 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 logique, donc j'aimais beaucoup. C'était un livre de Georges Ancel. Ouais. C'est de la Bible au Talmud. De la Bible au Talmud. De la Bible au Talmud. Très bon livre, je vous conseille. Et donc il y
il y avait une analyse sur Naaseh Venishma, que donc on jouait sur les mots, sur comprendre qu'est-ce qu'on disait, dans quel sens, etc. J'avais adoré. Et là, je m'étais dit, ah ouais, ça c'est le genre de Torah qui pourrait m'intéresser. Je savais déjà qu'il y en avait d'autres façons de raconter les mêmes choses, mais celle-là, elle m'avait plu. Ouais, la Bible au Talmud, juste, la Bible au Talmud, mais Georges Ancel, je le précise, c'est le gendre Lévinas, donc le gendre d'Emma Lévinas, grand philosophe français et homme d'études. Et Georges Ancel, il a écrit 2 livres, c'est la Bible au Talmud et Exploration talmudique. Ah non, c'était Exploration talmudique. Exploration talmudique. Le livre, c'était Exploration talmudique. Exploration talmudique, qui sont 2 livres d'analyse de passages du Talmud. Selon sa propre méthode, qui est une méthode lente, réfléchie, etc. Et je dirais pas autant que philosophique que Lévinas, pas autant. C'est moins, c'est plus proche de l'étude traditionnelle que ce que fait Lévinas. Lévinas, ça reste un truc, des interprétations très philosophiques, et ce qui fait Georges Ancel, c'est vraiment, c'est mélangé avec la méthode du Rav Rothenberg, qui est la méthode traditionnelle, en fait, de l'étude de la Gemara, où mais avec un certain vocabulaire philosophique, une façon de s'exprimer qui est peut-être plus facile à entendre pour les oreilles françaises. Pour des oreilles françaises, parce que fondamentalement, moi, j'étais et je reste évidemment très français dans mon éducation. Les seules fois où j'ai eu à apprendre à réfléchir, j'ai appris à réfléchir, c'était toujours en français, dans un mode français, et pas forcément à la Torah, quoi. En tout cas, c'est pas comme ça que j'ai commencé. Ouais. Donc, tout ça pour dire que voilà, et ça va. À la question maintenant, est-ce que je suis religieux, je saurais jamais y répondre. Je pense que non. Enfin, en tout cas, je saurais pas comment m'en définir. C'est-à-dire, d'abord, que ça veut dire religieux, le mot religieux pour toi, en fait. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est pour ça que j'aime pas. C'est un peu comme Dieu, c'est des concepts, je sais pas très bien quoi en dire. Donc, je préfère pas trop m'en approcher. Ce que je dirais, c'est que je vais reprendre la pratique, donc la même façon que ce que j'avais dit, ce que j'étais au tout début, assez rapidement. Alors c'est probablement mon expérience des EI qui me faisait savoir que c'était impossible d'envisager fonder un couple avec Déborah si on n'avait pas au moins un mode de vie en commun qui permettait de donner quelque chose de cohérent aux enfants. Donc la question s'est pas posée. Je lui ai dit bon écoute, de toute façon si on se marie, je ferai Shabbat, je mangerai kasher parce que ces questions-là sont... Ouais, t'imagines que c'est le minimum commun que t'as besoin pour l'instant? Une sorte de minimum commun, mais même pas minimum commun de pratique, minimum commun, pour le coup, dont je me suis dit, bon, bah, prenons-le à bras le corps, quoi, surtout la partie Shabbat. J'ai commencé progressivement, alors qu'on était, on se fréquentait juste, j'ai commencé à faire Shabbat petit à petit. D'abord, j'ai commencé par arrêter qu'est-ce que je faisais, de fumer, parce que je fumais à l'époque, de travailler et de toucher l'argent, et puis petit à petit j'ai rajouté des choses, et puis après j'ai fait Shabbat complètement, et je lisais beaucoup. Et ça, pour le coup, le Shabbat, c'est un truc qui que j'ai adoré, et ça notamment grâce à Israël, parce que le Shabbat en Israël, c'est plein de choses que j'ai découvert. L'office Karl Barth, qui est très répandu, il y en avait un à Tel Aviv en particulier, qui m'a attrapé. Des repas de famille avec de repas de copains, où ça chantait, où il y avait des zmirod que je connaissais pas culturellement, je connaissais aucune. Ouais. Je savais, il y avait toujours aux Zéhi un mec qui essayait de chanter Yom Zélé Israël, mais bon, ça allait pas beaucoup plus loin, quoi. Ouais. Et là, des tonnes de zmirod, des gens qui chantaient bien, qui chantaient juste. À la fois à Jérusalem, au début, avant que je rencontre Déborah, j'avais déjà découvert cette joie du Shabbat, allez, on fait des jeux, on fait des chansons, etc. Et alors après, avec Déborah, ça a pris une autre ampleur, avec toute une série de copains strasbourgeois, dont vous. Oui. Et l'équipe des chanteurs de Strasbourg. Et avec cette amicale. Et là, pour le coup, je me suis dit, mais purée, Shabbat, c'est extraordinaire. C'est incroyable. C'est genre je me souviens un jour quand j'étais au Burkina Faso, alors c'est un autre voyage en Afrique. Je sais pas pourquoi l'histoire m'est venue, mais je me souviens, donc, évidemment c'était un voyage là pour le coup, donc on faisait Shabbat. Je me souviens on était avec des scouts burkinabés et ils nous avaient posé beaucoup de questions sur le Shabbat et ils avaient complètement interloqué. Et il y en avait qui nous avaient dit pendant le temps qu'on était là, ils faisaient Shabbat. Bon. Ah ouais, ils ont fait Shabbat avec vous? Ouais, ils faisaient quand même les tam-tams parce que c'était, ils jouaient au foot, c'était extraordinaire. Ils jouaient au foot sur fond de tam-tam. Enfin, il y en avait qui jouaient, il y en avait qui faisaient tam-tam. Et bon, ça, ils ont gardé, mais ils faisaient le kidouche, il y en a qui étaient venus pour l'office. Ça, c'était extraordinaire. Donc, tout ça pour dire qu'il y a une attirance naturelle de l'homme, je pense, pour quelque chose comme ça. Ouais, non, le Shabbat, franchement, moi, je me suis souvent dit que s'il y a un truc qui suffit
pour être religieux, tu vois, c'est le Shabbat. Parce que le Shabbat, c'est vraiment, c'est plus qu'extraordinaire. C'est-à-dire l'idée, je sais pas si c'est enfin l'homme, je sais pas si c'est l'homme il est naturellement attiré par ça, etc. Mais ça, c'est évident que avoir institué que t'as un jour où tout s'arrête, tu vois, c'est le, comment dire, c'est la respiration c'est la respiration de l'être. C'est-à-dire, tu t'arrêtes pendant la semaine, tu prends une semaine et t'as un rythme fixe où tu t'arrêtes, tu prends ta respiration, t'arrêtes d'être enfoui dans des problèmes, etc. Et tu fais Shabbat. Et en fait, tu te rends compte que toutes les lois de Shabbat, elles sont plus ou moins toutes dirigées vers ça. Comment tu empêches tous les soucis de la semaine d'un moment ou d'un autre de se faufiler, et du coup il y a tout plein d'interstices et le mouktsé et tout plein de petites lois qui sont là pour te vraiment t'éloigner totalement de et ça marche, et c'est extraordinaire. Et ça pour le coup à cette époque-là, j'ai commencé à étudier un petit peu notamment j'étais dans une Ravruta à Tel Aviv, et notamment c'était une Ravruta, on était 5 ou 6 quoi, et on étudiait les lois de Shabbat. Enfin c'était vraiment pour le coup, il y a une phrase que j'ai entendue de Déborah, et après on parlera si tu veux du rôle qu'a eu la famille de Déborah, et Déborah en particulier, mais là-dedans, mais je pense qu'on a un épisode complet avec Déborah sur peut-être on a un épisode avec toute la famille à Talib, peut-être éventuellement ça serait bien, qu'il serait super. Et globalement, je dirais que on dit généralement il y a des gens qui traversent la Torah mais sans que la Torah les traverse. Et le Shabbat, pour le coup, ça m'a traversé. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai pris à bras le corps, et ok, ça a bougé quelque chose en moi. Il y a eu un truc. Ouais. Je dirais pas ça de tout. Globalement, il y a eu ça, il y a eu, dans une moindre mesure, parce que c'est pas avec la même ampleur, l'étude. Où, pour le coup, là, j'ai pris avancé un petit peu plus. Bon, je dirais toujours pas que j'étudie, à part la Chavruta que je peux faire avec toi, ça c'est vraiment pour le coup ce que j'appellerais de l'étude. Pour le reste, je lis, j'écoute des cours, c'est moins actif, mais mais c'est sûr que c'est un sujet qui me... Aujourd'hui, j'ai quand même maintenant des réflexes de dire, quand il y a un problème nouveau qui se pose, ah tiens, attends, qu'est-ce qu'on dit, qu'est-ce qu'on penserait, comment je me rapprocherais des lois du Talmud comment le Talmud envisagerait cette question-là. C'est des choses que j'avais pas avant. Donc il y a un truc qui a bougé quand même, mais le chemin est quand même beaucoup moins j'ai avancé quand même beaucoup moins loin et beaucoup moins vite que je voudrais. Ça pour le coup, si un jour je sais qu'un jour, plutôt on va le dire différemment, un jour je ménageais un temps important et significatif pour rentrer plus là-dedans. Ouais, c'est sûr. Bah, c'est sûr que pour rentrer dans l'étude, c'est un peu l'obstacle général, c'est que il y a un moment où il faut prendre un long moment significatif et faire ça de façon très intense, et c'est là que ça commence à rentrer. Enfin, oui, parce que c'est là qu'après, tu vois, mon hébreu que je lis pas assez bien et que je parle, mais qui est pas non plus incroyable, l'araméen n'en parlons pas. Bon, il y a quand même des obstacles, mais c'est pas grave. Là, pour le coup, j'en ai fait assez pour avoir l'envie et l'ambition, et ça me parle. Donc c'est voilà. Une fois qu'on a dit ça. Mais dans tout ça, tu te dis pas, tu dirais pas que t'es religieux. Enfin, c'est. Alors bah voilà, c'est la question. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque en fait? Je t'ai dit, je t'ai dire ce qui manque fort. Mais et ça, l'étude en particulier, c'est aussi quelque chose de disons que tout ça n'a été possible, enfin c'est-à-dire d'avancer là-dedans, que parce que j'ai senti qu'il y avait une espèce de vision du monde, une vision de la Torah, de quel rôle la Torah pouvait avoir dans une vie, qui m'attirait beaucoup chez Déborah, et dans sa famille aussi, mais en particulier la façon dont chez elle c'était incarné. Parce que tu dis ça par opposition à d'autres trucs que t'as pu par voir. rapport à ce que moi je connaissais, c'est-à-dire la Sina du coin, les gens que je connaissais comme religieux qui étaient aux EI, une vision très pour comment dire ça, ceux qui se demandent, au moment où il a dit religieux, il a fait le signe des guillemets, genre en mode oui, c'est toujours un mot compliqué à prononcer avec ou sans guillemets. Tu vois, on peut utiliser des mots différents. Par exemple, il y a ceux qui sont pratiquants. Moi, je fais la différence entre ceux qui sont pratiquants et puis t'as ceux qui sont je sais pas, religieux, c'est un mot
c'est un mot que j'aime pas parce que religieux, ça implique une. Ouais, il veut pas dire grand chose. Ça veut pas dire grand chose. Je suis d'accord. Que ça Non, veut il veut pas dire grand chose. Je suis d'accord. Non, il y a ceux qui sont facilement reconnaissables, c'est ceux qui pratiquent. Tu vois, ceux qui pratiquent, ceux qui font les mitzvot, ils font attention, à un certain niveau ou pas. Et puis t'as des gens qui vivent une religion. Tu vois, des gens qui vivent la Torah dans le sens où ils vivent une certaine vision du monde, ils vivent une certaine façon de concevoir la réalité, que ça soit Dieu, que ça soit pas dit comme ça, tu vois, mais et eux, tu vois, ça se reconnaît aussi, mais ça se reconnaît quand tu parles assez longtemps avec eux et que tu te rends compte qu'il y a quelque chose. Il y a certains pratiquants qui vivent pas la vision de la Torah, mais qui vivent. En France, tu rencontres beaucoup de pratiquants qui vivent une vision chrétienne du monde. Tu vois, ça existe, tu vois, ou une vision pas religieuse en fait, pas religieuse du tout, ou de la vision qui est peut-être pas religieuse, qui est pas la vision de la Torah, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire qui est une vision déformée ou mélangée, etc., ou pas de vision du tout. Des gens qui pratiquent et que leur vision ne va pas plus loin que leur quotidien. Demain il faut manger, après-demain non mais c'est tout à fait ça. Et ça pour le coup, j'ai découvert en fait, moi je connaissais que ça, presque que ça. C'est-à-dire la religion qui t'enferme, la religion qui t'interdit, les pratiques qui tu vois, comme aujourd'hui la laïcité, comme aujourd'hui les laïcards diraient de l'islam, quoi. Ça réduit la femme au rôle de ça te limite en tant qu'être. Et ça c'est il y a que ça que je connaissais, ou en tout cas que j'avais, parce que j'étudiais à peine, c'était le début, et franchement voilà, j'avais vu un ou deux exemplaires de personnes chez qui ça avait pris une autre dimension, mais ça me paraissait pas la norme. Et en rencontrant Déborah, je me suis dit, ah bah non, en fait, je m'étais planté. Il existe un monde où, en fait, la Torah, c'est un outil de vie. C'est quelque chose qui te permet de faire attention aux autres, qui te permet de penser qu'il y a des choses plus grandes que toi, qui te donne une raison de vivre, toute une série de choses qui étaient qui m'ont fait dire c'est pas moi, mais ça j'aime, et j'ai très envie d'élever mes enfants dans quelque chose qui ressemblerait à ça. Ouais. Et quelle place ça aurait, enfin moi c'est un truc ça me titille, mais quelle place ça aurait pour toi, genre le fait que la chaîne traditionnelle, tu vois, le fait qu'il y a qu'au fond, enfin les juifs sont dépositaires d'une certaine tradition qui dit un certain nombre de choses sur le monde, genre est-ce que c'est juste, tu dis c'est le bon cadre peut-être, ou voire juste un bon cadre pour tes enfants pour grandir, pour leur enseigner les valeurs que tu penses qui sont importantes, ou est-ce que tu sens que t'es traversé par quelque chose d'ancien? C'est une bonne question. Alors oui, moi je suis traversé par quelque chose d'ancien, c'est sûr. Je l'avais ça déjà, mais je l'avais au sens on a un truc incroyable, ce serait dommage de le laisser mourir, il faut le transmettre. Ouais. C'était comme ça. Aujourd'hui, même si c'est pas la vérité, j'ai le sentiment que, dit par certaines personnes, présenté de cette façon, en étudiant assez, en travaillant assez, il y a une notion de vérité que je retrouve, qui a parfois, quand tu l'entends dit autrement par d'autres courants de tradition, d'autres traditions qui sont pas juives, mais le judaïsme est porteur, à mon sens, à travers l'ensemble à travers tout ce qui a été écrit, tout ce qui a été pensé, tout ce qui a été vécu, par une espèce de raffinement. Je le perçois comme une espèce de raffinement de la façon de vivre, génération après génération après génération. Il existe quelque chose où tu te travailles ton âme, des outils pour travailler ton âme, pour être quelqu'un d'un peu meilleur, de quelqu'un meilleur même tout court. Ouais. Et ça je le perçois, et donc je sens qu'il y a une notion de vérité. Et bon, je pourrais aussi suivre la voie chinoise ou la voie portugaise, mais bon, je suis né juif, donc autant. À un moment, c'est le côté pragmatique qui parle. Voilà. Non, après, ça c'est peut-être
un domaine auquel on comprend rien, mais il y a des âmes, peut-être des âmes, une âme juive, elle doit suivre la loi juive, une âme chinoise, la loi chinoise. Oui, ça c'est voilà, c'est possible. Il y a des gens qui connaissent. Il y a des gens qui connaissent ce genre de choses. Moi. En tout cas, pas moi. Donc voilà. Après, pour répondre à la question précédente, alors est-ce que pour autant je me considérais comme religieux? C'est-à-dire, moi, comment je comprendrais cette question-là, c'est est-ce que, comme je te décrivais de ma femme, la Torah est l'outil principal de ma vision du monde au quotidien? Alors pas encore, notamment il y a quelques aspects sur lesquels ils sont vraiment pas rentrés en moi. C'est la prière, le rapport avec Dieu en général. C'est difficile, même pour les gens religieux. Je sais que c'est difficile. Ouais. C'est ça qui m'a rassuré. Ouais. Quand j'ai vu qu'il y avait des gars qui disaient que de Dieu on ne pouvait rien dire, même pas qu'il existe, et que c'était pas n'importe quel gars, des rabbins, pas n'importe quel rabbi, je me suis dit bon, ça va, j'ai une chance. Ouais. Mais non, mais c'est surtout que le judaïsme en fait, il a été très insistant là-dessus que de Dieu, c'est de Dieu lui-même en fait, c'est pas de ça qu'on parle en fait. C'est pas ça, c'est pas ça le sujet. Ça veut dire non, on travaille juste la manifestation, juste une certaine manifestation que Dieu il a dans le monde. Et Dieu, ça reste un mot obscur auquel on dit qu'on ne peut rien dire. Mais la tradition juive nous emmène à travers une certaine manifestation, description de ce que Dieu fait dans le monde, et de ça on doit apprendre quelque chose, tu vois. Ça veut dire, comme la Gemara elle dit que si ce n'était la Torah elle-même qui avait dit que Dieu est miséricordieux, on n'aurait pas pu le dire. Alors que ça semble être, genre, le truc de base qu'un homme il a envie de dire dans la relation avec sa divinité, c'est qu'elle m'aime et qu'elle prend soin de moi, etc. Il dit, mais même ça, on n'aurait pas pu le dire de nous-mêmes, parce qu'on sait pas de quoi on parle. Mais ce que la Torah veut qu'on retienne de ce qui se manifeste dans le monde, c'est qu'il y a une miséricorde. Et que qu'on doit apprendre de cette miséricorde. Alors voilà. Ça, c'est ce que moi j'ai, alors, tu vois, tu veux parler de qu'est-ce qui m'a plu. Moi j'ai retenu deux choses. Alors, franchement, c'est ma version, le judaïsme en deux phrases. C'est génial. C'est ça qui moi m'attire et qui me fait dire, ok, il y a un chemin pour moi, là-dedans. Et ça peut être une parole de vérité pour moi, c'est, en résumé, ce qu'il faut faire vis-à-vis de Dieu, c'est ce qu'il faut faire vis-à-vis d'autrui. Et c'est là-dessus qu'il faut aller. Enfin, et on te demande, Dieu existe notamment pour être un exemple, une illustration de la façon dont il faut se comporter avec l'autre. Et l'autre, si tu veux une version résumée de l'autre, c'est ta femme. Ouais. Et que globalement c'est la quintessence, disons, la relation avec ton épouse, c'est parce que c'est la personne la plus proche de toi que t'as choisie et avec laquelle t'as le plus d'obligations respectives, mais c'est la quintessence de ce qu'il faut faire. Et ça, alors même si c'est très dur, pas se mentir, hein, pas se mentir, c'est très 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 dur, mais ça donne un chemin. Ça pour le coup, ok. Maintenant que le jour où j'ai lu, le jour où j'ai compris ça, où j'ai fait mien ces concepts-là, je me suis dit bon, ok, allez, vas-y, maintenant continue. Maintenant tu y as un chemin pour toi. Ouais. Tu peux. Alors après voilà. Mais dans ce chemin-là, c'est sûr que la prière, elle a du mal à prendre sa place. Les fêtes, j'ai encore du mal. À part Pessah, parce que Pessah c'était à la maison déjà. Ouais. Pessah j'avais à la maison, et puis il y a l'éducation. Il y a pas l'éducation, mais il y a la parole. Et ça m'a toujours parlé. Ouais, le CDR et raconter l'histoire. Raconter, etc. C'est même si, je t'ai dit ce que j'ai raconté sur le contenu, il y avait quand même cette envie de parler. Et donc ça, l'envie d'éduquer, ça a toujours été quelque chose de très fort en moi. Donc, Pessah, ça parle. Sukkot, c'est bizarre. Ah, Sukkot, c'est ultra bizarre. Sukkot, c'est hyper sympa quand même. Il y a un côté. C'est sympa, mais j'ai jamais trouvé la force ni l'envie d'aller acheter un loulav et de le faire, tu vois. Non, le loulav, alors peut-être parce que ça ressemble un peu trop à une secte, c'est peut-être ça qui me fait un peu peur. Mais... Le loulav, j'ai un copain comme ça, c'était à Strasbourg, j'avais peut-être pas 16 ans, et c'était Sukkot et on sortait avec le loulav, donc le loulav, je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent qui savent pas ce que c'est, mais quand même, le loulav c'est à la fête de Sukkot, donc quelque part dans le mois d'octobre, on prend une branche de palmier et deux autres un truc qui ressemble à un citron qui s'appelle un etrog et un certain nombre d'autres végétaux. Et pendant 7 jours, tous les matins, on les secoue dans 6 directions différentes. Donc
ça paraît très étrange dans un point de vue extérieur, sauf si tu fais depuis que t'es tout petit, mais enfin voilà, moi un jour à Strasbourg, je sors avec mon loulav, je rencontre un copain lui-même très religieux, tu vois, des familles très religieuses de Strasbourg, etc., avec qui je marche jusqu'à la synagogue, et il me dit quand même, je viens de comprendre un truc sur le loulav, c'est que Dieu il nous demande de faire plein de choses pour lui, et ça c'est pour savoir si on peut se rendre complètement ridicule juste pour lui. Voilà, c'est des fois c'est ça que l'amour veut. Voilà. Là, est-ce qu'on peut faire un truc qui a après il y a probablement des explications des choses, mais c'est vrai que le loulav c'est un truc étrange. Donc voilà, mais disons que c'est vrai que voilà, les Rosh Hashanah, Kippour, il se passe quelque chose, mais c'est toujours difficile. C'est toujours un tout petit peu. C'est toujours à la dernière minute. J'aimerais bien me dire, allez, un mois avant, tu rentres dedans, tu réfléchis, tu fais des slichot, mais bon, c'est des prières, donc revenons au point précédent. Il y a toute une série de choses qui font que, c'est pas rien, mais c'est des sujets qui me questionnent, mais sans qu'aujourd'hui j'ai trouvé la force, et que j'ai dépassé ma paresse naturelle pour aller faire ces sujets-là. Il y a un point d'entrée dans la prière. Enfin, en tout cas, pour moi, pour qui aussi la prière, c'est pas un truc facile, c'est difficile pour moi de parler sans qu'on me réponde. Alors, je sais qu'il y en a qui entendent des réponses, mais moi, je suis trop un sceptique et les réponses que j'entends, je les attribue à mon propre cerveau. Même si parfois. C'est pas mal quand même, si t'entends déjà des réponses. Des fois, je vais être honnête, toutes les vraies prières que j'ai faites, elles ont eu une réponse. Ah. Alors, il n'y en a pas eu beaucoup. Mais toutes les vraies, elles ont une réponse pas par des voix, mais par des faits, tu vois. Non, mais tu sais que moi, ça m'est arrivé une fois. Je sais pas si j'ai fait beaucoup de prières, mais une fois. Alors attends, qu'est-ce qui s'était passé dans ma vie? Mais c'était compliqué. Je crois que j'avais eu professionnellement un truc très très mauvaise nouvelle. C'était avec au stockage à l'époque, et j'étais vraiment pas bien. Il y avait d'autres choses, la vie amoureuse, machin. Et j'ai réfléchi. Et j'ai dit quand même, franchement, là, ça va pas, envoie-moi un signe. Et je regarde, 5 secondes après, je reçois un SMS, mon meilleur ami me dit, eh ben écoute, je vais venir en Israël, ça y est, j'ai accepté une offre de job, je vis en Israël pour 3 ans. Je me dis, peut-être t'existes en fait. Et voilà, c'est la seule chose que je pourrais assimiler vraiment à une expérience comme ça. Des fois, c'est direct. Des fois, tu demandes et ça vient. C'est-à-dire, non, enfin, le problème, c'est que c'est des choses dans lesquelles tu te rends pas compte si t'es pas déjà éveillé sur le truc qui te dit est-ce que c'est possible? Après, j'ai un point d'entrée dans la prière. Souvent, pour moi, c'était la musique. C'est que moi, j'ai comme mon grand kiff de la synagogue, de toute ma jeunesse, c'est au moment où j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la musique. Je sais pas, je devais avoir 12-13 ans. Et j'ai appris à chanter à la synagogue. J'ai appris les deuxièmes voix, les tierces, les quintes et tout, machin. J'ai appris à chanter le vendredi soir, avec les offices, avec toutes sortes d'autres Strasbourgeois aussi. Et on se faisait des concours de deuxième voix, on se regardait avec pour pas citer, avec Mathias Metzger, et lui il faisait des bas, enfin il était jeune aussi à l'époque, et on se regarde, on faisait de deuxième voix et on se fait des signes. Et en fait tout ça donnait un plaisir à la prière qui donne une porte d'entrée à après se dire de quoi je parle, de quoi je dis, etc. Non, et souvent quand je prie tout seul, même quand je prie tout seul, je chante dans ma tête. Ah mais c'est à la fois bon, c'est pas chez moi que ça aurait pu arriver, parce que bon, c'est sûr que les offices séfarades, dessinés séfarades, notamment vendredi soir, bon, c'est pas c'est la même chanson qui dure pendant 8 psaumes les uns après les autres. Ça sera coupé en montage parce qu'on va trop nous détester après ça. Mais non, mais moi-même je suis séfarade 100%, hein, donc il y a pas vraiment de doute sur ce point de vue-là. Mais par contre, là où t'as raison, là où moi je l'ai vécu, ce que tu viens de raconter, c'est que le seul office auquel qui me prend au trip, c'est l'office du vendredi soir, grâce au Karl Bar. Parce que pour le coup, en effet, à la voix, la chanson, les mélodies, et là je me suis dit, et là du coup pour le coup tu te poses la question, qu'est-ce que je suis en train de raconter, etc. Pourquoi? Et c'est vrai que c'est une belle porte d'entrée. Mais il faudrait limite que j'en apprenne pour toutes les prières, quoi. Ouais, il y a dans la Chazanout un truc sympa, c'est que, enfin, moi ça m'arrive surtout à Yom Kippour. À Yom Kippour, il y a certains passages où les chansons sont très belles et où les paroles sont terribles et où les paroles sont incroyables. En fait, c'est là où tu pries vraiment. C'est là où la musique et les mots se rejoignent et tu te rends compte que tu chantes un truc qui est très fort, et là la musique te fait vibrer et d'un coup le contenu vibre aussi. Et
Non, mais Et là commence, là ça non, mais commence. c'est quelque chose juste qui commence. à Kippour aussi, c'est quelque chose où tu le ressens parce que c'est vrai que c'est un bon point d'entrée. Mais voilà, je vais pas les lèvres le matin, je vais pas j'ai beaucoup de mal à me lever le samedi matin pour aller à la Sina. Tout ça, la Sina plus prière, c'est un paquet dans lequel pour l'instant j'entre assez peu. Ouais, Qui est plus difficile. Ouais, je comprends. Non, mais je comprends. La Voilà. Sina, souvent, tu vas, tu t'assois, tu pries. Tu vois. Alors que des fois, c'est pour ça que Kippour, c'est les seules vraies prières que moi j'ai faites, c'est à Kippour. Parce que Kippour, t'es là toute la journée, t'es là pour ça, etc. Alors que, en général, tu sais, tu vas le matin et tout, tu vas rentrer prendre ton petit déj, quoi. Tu veux que la vie, elle continue, quoi. C'est difficile de se mettre dans l'ambiance, comme ça, quoi. Genre, quand tu sais que après tu rentres et tu fais ta journée, etc. Alors que Kippour, il y a de l'espace. Ouais. Mais du coup, est-ce que tu sens une différence entre celui que t'étais avant ça et après ça? Ah oui. Ouais, alors, des choses qui ont changé. Quand même. C'est-à-dire que c'est sûr que, mais ça, bon, c'est essentiellement. Après, j'espère, en tout cas, je souhaite à toute personne qui se marie d'avoir ça, mais c'est vrai que pour moi, avoir rencontré Déborah, c'est le chemin c'était le début du changement. C'est-à-dire que s'il y a eu des changements avant, c'était rien par rapport à ça. C'est une révolution. Normalement, je pense que c'est ça qui est censé faire le mariage. J'espère, en tout cas. Mais ça te questionne, ça te tire vers le haut, ça te demande toujours plus de réflexion, d'attention, de soins. Et c'est au moment où tu crois que c'est bien que tu te rends compte qu'en fait c'est pas du tout ce qu'il faut. Toi t'es pas au niveau. Enfin c'est sympa quoi. Non pour le coup c'est sûr que ça m'a changé sans problème, sans l'ombre d'un doute. Ouais. Mais du coup ce que j'entends c'est que ton rapport à la religion il est intriqué avec ton rapport avec ton mariage. Beaucoup. Alors si tu mets de côté Shabbat et l'étude qui sont des rencontres en tant que telles, pour le reste oui on peut le dire, mais bon quand même Shabbat et étude c'est quand même des gros morceaux dans oui c'est ça ouais, dans la Torah, donc c'est compliqué à dire, mais je dirais par exemple je mange kasher très strictement à la maison ou dehors, essentiellement parce que je suis marié avec Déborah, parce que c'est toujours pas un truc qui m'a aujourd'hui pénétré dans l'intérêt d'aller c'est pas quelque chose auquel j'accorde plus d'importance que quand je mangeais kasher déjà d'une certaine façon avant. Je faisais déjà attention à ce que je mangeais. T'avais déjà ça n'a pas changé de niveau, je respecte plus maintenant techniquement, mais ça n'a pas changé, j'ai pas le sentiment d'avoir que ça a changé quelque chose en moi fortement. Mais du coup ton mariage ça a été un énorme changement dans ta vie? C'est pas le mariage, c'est la rencontre plutôt. Ouais. C'est la rencontre parce que c'est quand même connu 3 ans avant de le mariage, t'as aussi l'étape de l'engagement quoi. Mais voilà, moi je crois que j'étais prêt, c'est-à-dire que moi j'ai quand même quand on s'est marié, j'avais quand même 33 ans. Disons que j'étais je sais pas, depuis que j'ai 25 ans, j'étais j'avais le sentiment d'être prêt à marier, à fonder une famille. J'avais envie, c'est des choses que j'avais dont j'avais envie, donc je dirais que ça a pas je sais pas si c'est l'engagement qui a fait quelque chose, mais non, c'est la rencontre avec la personne en particulier, je pense. Ouais. Moi ça c'est un truc qui m'a. Toi, il y a eu quelque chose de spécifique au mariage? Non, c'est que c'est clair que pour nous les juifs le mariage c'est un truc d'une importance ultime. C'est l'ultime réalisation de la vie d'un homme. C'est pas le mariage en tant que jour du mariage, mais le mariage en tant que toute une vie passée et toute une vie de travail quoi, etc. Oui. Mais et du coup est-ce que t'as raison de dire le mot travail, c'est tellement ça. C'est tellement pas ce qu'on a. Enfin moi, tu vois, qui a vraiment une culture française. Personne te dit que en fait le travail que le mariage c'est un travail qui commence et qu'en fait t'en as pour si c'est un vrai mariage, t'en as pour 70 ans à tous les jours essayer de changer quelque chose en toi. Personne te dit, on te dit que c'est génial, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas tomber amoureux et puis il va y avoir des flocons qui vont tomber. C'est ça qu'on t'a appris. C'est ça, mais est-ce que du coup la rencontre en même temps avec ta femme, le mariage et
l'irruption du judaïsme dans ta vie, ça a été autour de ça. Ça a été autour de la vision particulière parce que pour nous, pour nous juste, c'est hyper important. Et du coup, mais à part ça, on n'en parle pas énormément. Il n'y a pas énormément d'éducation au mariage qui se fait. On fait des préparations au mariage très proches, quelques mois avant. Tu rencontres un rabbin, tu passes quelques heures avec lui. On vous parle des lois qui concernent le mariage. Dans le pire des cas, on ne parle que de Nida et de... Voilà, dans le pire des cas, c'est extrêmement technique. On te parle de rien. On suppose que tu sais parfaitement comment ça marche la psychologie d'une femme, ce qui est complètement impossible, comment on serait censé savoir des choses pareilles. Et j'ai beaucoup l'impression que l'éducation au mariage, finalement, elle est pas hyper développée, alors que c'est ultra important. Non, mais moi, ça m'a toujours fasciné. Je me dis, mais attends, mais il y a des gars, ils restent des années à étudier en yeshiva, et il y a personne qui leur explique comment marche une femme. C'est quand même fou. Ouais. C'est fou. Non, mais... Et après, ils sont obligés de lire John Gray. Mais de quoi ils parlent? Ils doivent parler de vaches qui en cornent alors qu'ils ils vont un jour rencontrer une femme et que c'est ça le plus important. C'est fou. Non, les vaches qui en cornent, c'est important aussi. Pas de... vache qui en corne, si c'est ta vache qui en corne ou si c'est ta vache qui est encornée, t'es pas content. Il faut payer et tout, machin, la moitié, le double. Je sais pas. C'est super important. Mais, non, mais c'est vrai. Mais, du coup, est-ce que pour toi, rencontrer le judaïsme, ça a été un changement de vision dans qu'est-ce que c'est le mariage par rapport à ce que tu... Oui, je pense. Pour le coup, c'était long. C'est-à-dire, comme on a eu 3 ans, et puis comme on a un couple qui parle beaucoup, enfin, je sais pas, peut-être que tous les hommes ont l'impression d'être un couple qui parle trop, j'en sais rien. Mais, non, je pense qu'il y a des couples silencieux, ça arrive. Mais, en tout cas, depuis le début, on a un couple qui a toujours beaucoup échangé, réfléchi, et ça, et pourquoi tu penses à... Bon, bref. Il y a eu ça a eu le temps d'infuser, et c'est vrai que pour le coup les deux sont rentrés. C'est aujourd'hui la chose la plus importante, c'est ça, c'est comme tu dis, c'est une espèce de symbiose entre le mariage et le mariage juif, quoi. Enfin, c'est ça qui est très important pour moi. Et donc oui, je dirais que c'est les deux ensemble. Et que c'est pas la vision que j'en avais avant. Et c'est quoi, comment toi tu vois la vision, peut-être spécifiquement juive du mariage au fond? Tu veux résumer? Alors attends, j'y avais réfléchi à cette question-là un jour, il y a pas très très longtemps. Et puis évidemment, c'est au moment où on en parle que ça absurde, ça se présente pas dans les bons mots. Mais alors, je dirais que l'essentiel pour moi, c'est une notion de porter l'autre. Alors, je dirais, un jour j'ai entendu un cours comme ça qui m'a c'est le mot bien choisi, ouais. Qui m'a touché. C'est le verbe donc Nessoua, enfin Nesouim, c'est une racine, lasset, si je dis pas de lasset, ouais, qui veut dire porter. Et il y a une notion que chacun doit porter l'autre, comme à la limite comme un supporter, pas supporter, mais bon, il y a probablement aussi supporter, mais il y a une notion de porter et d'aider l'autre à devenir ce qu'il doit. En hébreu aussi, ça a cette signification. Comment? En hébreu aussi, t'as cette signification de quelque chose qui pèse et que tu portes et tout. Et... Oui, forcément, porter c'est un poids. Comme dit Caïn dit à Dieu quand il se rend compte qu'il a tué son frère, il dit caché à Boni Minso. Je veux dire, le mal est trop dur à porter. Alors, genre, quelque part. Non, mais disons que pour aller au bout, pour dissiper toute équivoque, il y a une notion de aider à l'autre. Et je fais un geste d'élever les mains vers le haut, d'aider l'autre à devenir ce qu'il doit être, enfin ce qu'elle doit être, et vice versa. Pour le coup, c'est complètement symétrique. Ça, c'est la première chose, je dirais, qui moi me touche. Alors autant dire. C'est au moment où tu te rends compte qu'il faut le faire que tu te rends compte que t'es nul à le faire. Hein. Je veux dire, c'est pas. Ne nous trompons pas. Hein. C'est très très difficile. Non, mais moi je trouve que c'est impossible quasiment c'est presque s'immiscer dans la vie de quelqu'un et
Alors c'est très difficile. En fait, ce qui est très difficile, c'est de faire sans s'immiscer dans sa vie, en lui laissant et que ce soit elle qui Oui, il faut que ce soit qui monte, mais que tu sois là pour ouais, pour pousser aller, ici, pour lui dire, pousser lui là, rappeler ce qu'elle avait apporter envie quelque d'être, chose. ce qu'elle doit être. Enfin, bon, tenir bref, une gourde d'eau. c'est compliqué. Ouais. Ça, c'est compliqué. L'autre truc que j'ai appris, donc ça c'est Vizek. Alors l'autre, donc on continue dans les sources des gens moi qui m'ont nourri, qui me nourrissent toujours, c'est le Rav Tats, c'est un Ravakiva Tats, sud-africain, je crois, qui m'explique, qui m'a écrit un truc qui m'a aussi bouleversé, enfin intellectuellement, qui est de dire que le contrat, enfin la façon dont le judaïsme envisage toute relation, en particulier le mariage, mais c'est valable aussi du contrat social en général, c'est que il y a pas de droit, il n'y a que des obligations. Et toi, en tant que mari, tu n'as que des obligations vis-à-vis de ta femme et des tonnes. On t'en donne 3 d'un Torah, mais globalement, t'as beaucoup d'obligations. Tu vas faire en sorte qu'elle soit heureuse, on va dire, pour la faire courte. Et elle aussi, elle les a. Mais c'est pas ton problème. Ouais. Et de la même façon, lui, il faisait cette analyse en disant, mais quand on fait l'inverse, c'est-à-dire quand on donne des droits à tout le monde, comme c'est le cas dans les civilisations occidentales, bah, tout le monde réclame son droit. Et alors ça fait des syndicats, et puis de l'autre côté t'as des syndicats de patrons, et puis ça frite, et puis tout le monde est en train de réclamer les doigts parce qu'il est en train de regarder la paille dans l'œil du voisin. Alors qu'en fait c'est pas du tout les juifs, c'est pas du tout la démarche, il y a pas de droit, il y a que des obligations. Oui, ouais. Mais en général, il y a pas de notion, de droit. Il y a pas de notion de droit, même pas juste en général, il y a pas de notion de droit. Il y a nulle part écrit quelqu'un il a le droit à ça. C'est-à-dire même dans toutes les lois qui sont dans les lois civiles, tu vois, où par exemple il y a des dommages et intérêts, etc. Il y a nulle part un droit, il y a une justice. T'as été endommagé, t'as pas le droit à recevoir. La justice dit que tu reçois ça, mais t'as pas un... Ouais, il y a pas les droits de l'homme, quoi. Il y a pas ce truc. Il y a pas cette tu histoire. n'es pas avec un petit package de droits. Par contre, t'as beaucoup d'obligations. Et donc, alors, c'est franchement, c'est pas très romantique, hein, quand tu l'entends, hein, et ça ne l'est pas. Mais, pour le coup, ça donne un sens. Et là, d'un coup, tu te dis, en fait, c'est pas on s'est disputé, donc on va, et puis si ça continue comme ça, dans 3 mois, on va divorcer. Non, c'est pas ça. D'un coup, tu sais que ce truc-là, bah, c'est un message pour toi, pour que tu dois continuer à travailler dans la construction de ton couple, et au passage dans ta construction à toi, parce que bah, t'as des qualités à développer. Là, on te dit, t'as des qualités. Moi, je croyais que j'avais des qualités d'écoute avant. mais ça, c'était avant de me marier. C'était avant. Où je me suis rendu compte que c'est bien d'écouter. Je vis la même chose. Je comprends très bien ce que tu dis. Mais en fait, c'est pas écouter le sujet. Oui. C'est anticiper. Et puis, en fait, après, on te dit, mais non, mais même si t'avais écouté anticipé, c'est pas du tout. Il faut agir. Et c'est compliqué. C'est compliqué. C'est des choses où et c'est extraordinaire, hein, c'est extraordinaire parce que du coup, c'est des opportunités de devenir que rien d'autre te donne. Alors, un peu l'entrepreneuriat, un peu la vie, si jamais t'es engagé auprès des autres, mais rien n'atteint l'intensité de la relation avec ta femme. Oui, parce que c'est quelque chose qui vraiment qui est plus qu'au quotidien, et puis c'est long, ouais. Ça s'accumule. Enfin, c'est des mois et des années de relations. Je veux dire, c'est combien on a de discussions meaningful, significatives avec quelqu'un dans la vie, avec tes parents, avec tes amis, avec tes t'en as de temps en temps, tu t'en souviens. Moi, je suis en train de lancer un truc, c'est 1 fois par semaine. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Idée. Mais combien t'en as pas beaucoup. Ouais, avec ta femme. En tout cas, si t'as la chance de tomber sur Déborah, t'en as au moins une par semaine. Et c'est bien. Déborah, il n'y en a qu'une seule, hein, il n'y en a pas 500. Bah, ouais. Donc, bon, j'ai eu de la chance. Mais donc, du coup, ça te fait des vraies discussions qui te construisent, qui te remettent en question, qui te font essayer d'être quelqu'un de mieux. Ouais. Et ça, bon, bah, voilà, c'est une autre vision. Je sais pas si c'est conforme au romantisme que j'ai appris, probablement pas. À part que bon, notre histoire, telle que qu'on la racontera à nos enfants, peut-être qu'elle s'est vraiment passée, elle est romantique quand même. Enfin, si on appelle se rester accroché du romantisme. Mais ceci mis à part, je sais pas si c'est romantique, mais pour le coup, moi ça me parle. Ouais. Non, mais c'est sûr que la relation avec ta femme, c'est une relation qui te déconstruit.
Ça aussi. Tu sais qu'il y a une habitude des Ashkénazes de venir au mariage avec le linceul dans lequel on les enterre. C'est parce que la vie de célibataire, c'est une vie qui meurt. C'est-à-dire, tu vas être déconstruit et on va te refaire. Non, mais il y a un truc dans l'enterrement de vie de garçon, des païens, de nous. Enfin, que moi, j'en ai fait un, c'était extraordinaire. Mais tu enterres un truc, pour de vrai. Ça y est, c'est fini. Moi, en plus, ils m'ont non, mais charrié. le truc, c'est que l'enterrement de vie de garçon, on dit pas que tu renais après. C'est ça qu'on oublie de te dire. Oui, ça, c'est ça. Moi, ils m'ont fait croire qu'ils avaient tous mangé une saucisse. Pas cachère, genre juste un bridou. Alors qu'ils mangent cachère aussi, mais bon, il y en avait qui mangeaient pas, ils m'ont tous fait croire, allez, vas-y, tu peux bien le faire une fois, etc., machin, on va pas lui dire, et tout. Bon, évidemment, en fait, c'était une saucisse cachère qu'ils avaient cachée par derrière, je l'ai pas mangée. Mais, il y a ça, tu vois, il y a une notion de dire, ta vie d'avant, oh, ça y est, tu la prends, tu la ranges quelque part, tu la jettes, et puis on va en construire une nouvelle. Et c'est vrai. Oui, non, c'est sûr, hein, il me semble que ça fait partie des trucs que j'avais écrit dans votre petit fascicule, là, votre mariage. C'est un truc que j'avais écrit, c'est qu'il y a une Gemara qui dit comme ça que les mariés, on leur pardonne tous leurs péchés. Et c'est parce que quelque part, ils sont plus la même personne. Voilà, c'est quelqu'un qui fait le truc avant de s'être marié. Maintenant qu'il est marié, il va tellement être défait, déconstruit, retourné, rechangé, remodifié que c'est quelqu'un d'autre. Et en vrai, après quelques années de mariage, tu te rends compte combien t'es quelqu'un d'autre. Que tous tes rythmes ont changé, tes habitudes alimentaires ont changé énormément. Oui, bah oui. De toute façon, moi, je savais pas ce que c'était qu'un brocoli, donc forcément. Ouais, maintenant, moi, je savais pas que c'était des graines de chia. Maintenant, je sais. Voilà, non, mais d'abord, et puis t'apprends aussi des tonnes de choses sur toi, de la façon dont tu réagis, des choses que tu pensais être des piliers de ta personnalité qu'en fait ne veulent rien dire du tout, tu vois. Et puis surtout, tu découvres que si tu t'y mets, t'es capable d'énergie folle. Enfin, je sais que voilà, quoi. Il y a quand même des limites. Hein. Des limites, mais ça, c'est parce que moi, j'ai passé l'étape d'après où il y a les enfants qui arrivent. Alors là, tout ce qui te restait, tu croyais qu'il te restait de l'énergie. Là, en fait, non, c'est fini. C'est fini, il y a plus rien du tout. C'est fini. Enfin, il y avait de quoi. Puis après, à un moment, il y a plus du tout. Ouais, mais du coup, comme moi, il y a un truc qui m'avait perturbé dans la préparation au mariage, c'est que j'ai trouvé que les préparations juives au mariage, souvent, ça tire de toutes sortes de sources un peu différentes. Tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui citent sans le citer, c'est John Gray, là, l'histoire des hommes viennent de Mars, les femmes viennent de Vénus. Oui. Et moi, je me suis jamais, ça m'a jamais, je sais pas, je me suis jamais accroché à ces trucs-là. J'arrive pas à me reconnaître dans la psychologie de l'homme qui est décrite là-bas. Je sais pas si c'est des choses. Je sais, franchement, oui, honnêtement, ce qui est sûr, c'est que le mariage m'a conforté dans ce que je pensais, mais ce que je pensais être un espèce de vieux stéréotype que j'avais dans la tête. Mais les femmes et les hommes sont extrêmement différents. Ça j'accepte. Et dire que c'est la même chose, comme il y a un mouvement assez fort hein, pour te dire. Ouais. Moi, je me souviens d'avoir rencontré des gens en Israël, des discussions avec des mecs qui disaient mais attends, une femme et un homme c'est rigoureusement la même chose. C'est rigoureusement la même chose. Il y a aucune différence dans la façon de penser ni rien du tout. Bon, écoute, on va pas rentrer dans ce débat-là. Mais moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une différence. Mais je pensais que c'était un espèce de truc non réfléchi chez moi. Qui relevait du stéréotype ou du préjugé. Bon, non, il y a quand même quelque chose d'extrêmement différent. Et plus le temps passe, plus je m'en rends compte. Après, quoi, comment, etc. Difficile de rentrer là dans ce genre de discussion. Ouais. Je sais pas. Moi, j'aurais rebondi sur ce que tu disais sur les préparations de mariage. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une préparation de mariage complètement inhabituelle. Oui, même et que je connais personne. Que nous, oui. Enfin. C'était marrant parce que dans ces périodes, nous on s'est mariés 3 mois après vous. Et on a fait les mêmes, on est passé par les mêmes personnes un peu. Et non, mais c'est vrai que c'était assez exceptionnel. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on a beaucoup travaillé pour cette préparation, qu'on allait voir plein de gens, qu'on allait chercher plein de choses, on allait lire plein de choses. Mais je sais pas combien c'est commun. Non, c'est pas commun. Non. Nous, on a eu la chance d'avoir déjà beaucoup de gens autour de nous qui nous ont écrit des choses, dont vous, dont toi. Et ça, pour le coup, ça nous a vraiment beaucoup nourri. Ça a fait de notre mariage une expérience qui était un peu différente, qui était spirituelle. Et moi, qui n'avais pas eu beaucoup d'expérience spirituelle avant, ça a été pour ça une surprise, entre guillemets, quelque chose.
Et le Rav aussi qu'on a rencontré, qui moi m'a préparé au mariage, ça n'a pas été grand chose, hein, c'était 2 discussions d'1 heure, mais c'était en temps, c'était pas grand chose, mais c'était spécial, parce que pour le coup il a abordé des points que j'imagine ne sont pas abordés par ailleurs. Ouais. Et ça c'est des sujets qui sont en fait qui sont le sujet central, ne nous mentons pas, et qui n'est jamais abordé par personne. Et oui, ou alors de façon non mais en préparation de mariage, qui sont abordés de façon complètement pudibonde, enfin des trucs qui sont ouais, il y a une tradition juive d'être de tzniut, c'est-à-dire de pudeur, de pas parler de sexualité de façon très explicite, mais seulement très pointue, directe, sans... Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, t'as l'impression qu'il y a, je sais pas si c'est difficile à dire dans le monde juif, quel est l'état du monde juif par rapport à ça, mais t'as l'impression qu'il y a un manque total d'éducation et que maintenant toute cette pudeur ne fait plus effet. Ça veut dire il y a plus le substrat traditionnel et le contexte est plus là pour que cette pudeur soit efficace en fait, et qu'en fait les gens ils ont peut-être besoin d'une éducation plus explicite, peut-être besoin des préparations de mariage qui sont plus moi dans le monde dont je viens, l'éducation sexuelle elle existe, hein, puisque les gens ils ont des relations donc avant avant le mariage, mais quand même pour autant entendre quand t'as des raves qui vont relier ça à quelque chose de spirituel et être dans quelque chose qui est articulé avec la relation que tu as avec la femme, ta relation de mari à femme, alors là d'un coup ça change. Ouais. Ça prend une autre dimension. Non, c'est vrai, pour moi aussi ça a beaucoup changé, parce que moi contrairement à toi, j'ai grandi dans un contexte religieux toute ma vie, et c'est un truc qui pour moi, j'ai trouvé laissé pour compte totalement, et ce rap là qu'on a tous les deux rencontré, c'est le premier qui avait un discours cohérent, tu vois, qui était pas un discours comment dire, qui était pas un discours ou inexistant, au mieux, au pire copier-coller d'un monde chrétien. Oui, c'est ça. D'un monde chrétien qui est un monde de rejet, de dégoût, de saleté, de honte. Et c'est pas des choses qui et en plus, en France c'est très et en plus c'est ultra sourcé. Oui, enfin, en plus avec des pseudo sources, ouais. Ramban, je crois, non, c'est pas comment il s'appelle, oui, je crois que c'est ça, hein. C'est Ramban je crois, hein, c'est le texte qu'il cite. Parce que moi celui que j'ai étudié avec lui, je crois que c'était ça. Il y avait un texte. Ouais. Dans mon souvenir, alors bon, à vérifier, mais je pense que c'était ça. Non, mais ça veut dire voilà, c'est-à-dire t'es au pire c'est ignoré, etc. Et donc c'est laissé en fait à la culture ambiante. Et la culture ambiante, je pense pas qu'elle est très, ou c'est en fait la sexualité c'est comme manger, dormir, c'est un espèce de besoin, truc comme ça qui a absolument rien à voir avec le relation qu'on a avec les gens. Et au pire, c'est une espèce d'acte satanique auquel on ne peut s'échapper, seulement les saints prêtres, qui eux, bien entendu, jamais. Mais cela ne nous regarde pas. Cela ne regarde pas, mais et du coup, enfin moi, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup. Enfin, j'ai trouvé que ça manquait beaucoup, et que ça c'est dommage. Ouais. Non, mais voilà, je cherche une transition. Je cherche une transition. Non, mais c'est vrai. J'avais pas vraiment prévu de parler de tout cet aspect-là. Je trouve que c'est un aspect qui est très difficile, et que le monde juif aurait intérêt à se réveiller par rapport à ça. Et le monde religieux surtout, parce que en fait, le monde religieux est aussi sujet à ce qui se passe autour de nous, à l'ouverture du monde, au smartphone, et ces choses-là, et c'est des choses qui sont pas traitées. Un point pour le coup, c'est que moi qui était, et l'est encore, hein, toujours rempli de préjugés par rapport aux ultra-orthodoxes, par rapport à etc., le mec, il était rave, il tape Nebrak. Ouais. Et déjà, c'était la première fois de ma vie que j'y allais, ça m'a fait y aller plusieurs fois, et en fait, j'ai vu que, il existe des gens anti-tzit, et qui ont un regard sur le monde d'une lucidité sur des sujets où moi je pensais qu'ils avaient cette vision-là que tu viens de décrire. Et ça, c'est assez, ça c'est fort. C'est-à-dire que ça pour le coup Israël, moi,
j'ai eu à casser beaucoup de préjugés en arrivant. C'est ça. C'est surtout parce que c'est surtout en France. En France, oui. T'as cette influence chrétienne, etc. Non, côté de la des rabbins prêtres comme ça là, qui te racontent des bêtises. Oui, et ici en Israël, c'est développé une vision, j'ai envie de dire sainte de la sexualité, tu vois, oui, où voilà. c'est pas juste une vision sainte, où la sexualité, c'est une des plus grandes manifestations de la sainteté. Ouais, et ça c'est incroyable. Et ça c'est incroyable. Le jour où t'entends ça, le jour où t'entends ça et que t'es un adolescent qui a grandi dans l'absence totale d'éducation, etc. et tu penses que sexualité c'est un truc que c'est impossible d'en parler à qui que ce soit et que le moins ça existe, le mieux c'est, le moins les gens ont l'impression que tu t'intéresses à ça, le mieux c'est. Et ben ça te retourne tout entier. Ouais. Et ouais. Je suis d'accord. Mais du coup, par rapport à ça, et là je fais ma transition, c'est que et toi et moi, on a un peu avoisiné des méthodes méditatives comme le qigong, etc. À travers des amis, de la famille, des choses comme ça. Et c'est un truc qui m'a pas mal changé. C'est-à-dire c'est un truc qui m'a pas mal perturbé. Ça veut dire j'ai rencontré ça, j'avais 18 ans, 19 ans. Et tu découvres que il y a un travail du corps à faire. Ah ouais. Et c'était sur ça que m'a truc, parce que moi j'ai grandi dans un truc où on fait que réfléchir, on étudie le Talmud, puis on fait ça, on réfléchit, et le corps c'est une machine qui porte l'âme et qui porte l'intellect, et c'est tout quoi. Et là tu découvres qu'en fait quand j'ai rencontré ça, c'était le premier déclic qui m'a dit il y a un travail du corps. Et c'était logique en fait, c'était logique. Pourquoi il n'y aurait pas de travail du corps? Et toi aussi, t'es rencontre, je me demandais comment toi t'as vécu cette rencontre, qu'est-ce que ça a changé, je sais pas. Bon alors voilà, disons qu'il y a ma femme fait du qigong et puis mon beau-père aussi, surtout. Et donc j'ai été initié. Alors après, franchement, j'appellerais ça à mon niveau, ça s'appelle une pratique corporelle, essentiellement, techniquement, ça revient à se tenir droit et à faire quelques mouvements. En tout cas, c'est les seuls que je connais moi. Je sais que ça va beaucoup plus loin, que c'est beaucoup plus compliqué, mais moi, ce que j'ai fait, ça a été essentiellement être en ce qu'on appelle la verticalité, ça veut dire on tient tout droit et détendu à la fois. C'est assez rigolo parce que ça permet. On demande en fait de faire toute une série de mouvements qui sont généralement coordonnés, et en fait on demande de faire des choses qui sont disjointes. Par exemple, rester le poids dans les talons, donc rester plutôt avoir tout son poids dans les talons, et puis en même temps avoir le bassin avancé. Alors, généralement ça marche pas. Donc quand on le fait, donc on apprend à le faire, et en fait ce que moi j'ai perçu, c'est que j'avais en fait j'avais appris qu'il y avait un moyen pour se détendre, tout simplement, se détendre physiquement, bâiller et se vider de toute une série de choses. Donc à ce stade, pour moi, c'est très ça s'assimilerait presque à du yoga. C'est-à-dire, je connais pas le yoga, mais ce que me disent des copains qui font du yoga, des copines qui font du yoga, c'est ce genre de choses. Alors après, je sais que derrière il y a une spiritualité qui existe. Derrière, il y a des gens où ça peut faire plus d'effet, un peu comme une méditation. Mais ça, pour le coup, je l'ai pas touché, moi. Mais c'est vrai que la notion de se dire que du corps, que le corps se travaille, et qui se travaille dans la douceur, d'une certaine façon. Parce que c'est pas des mouvements violents, contrairement à quand on fait du sport. Ça, c'est une notion que moi j'avais pas. Ouais, mais moi j'ai encore du mal avec ça, tu vois. Je suis toujours en train d'osciller entre il faut faire du sport, faut se maintenir en forme, courir, machin, etc. Et en fait non, il faut faire du qigong, il faut détendre son corps. C'est ça, le bien-être du corps, c'est pas courir et faire du jogging, tu vois. Non, mais moi tu vois, j'ai la même hésitation, du coup je fais rien. Ouais, exactement.
On est dans la même situation. Du coup, on fait rien du tout parce qu'on se dit, on va pas courir, on a la flemme. Mais en fait, courir, ça sert à rien de faire du qigong. Mais le qigong, on a la flemme aussi parce que c'est difficile, ça prend du temps. Non, Même alors, si on bouge pas. le seul truc que j'ai appris, que j'ai entendu qui m'a fait plaisir, c'est de dire qu'en fait même, bon, en théorie, il faut en faire 25 minutes pour que ça commence à agir. Mais même, avoir le réflexe de se tenir droit, les pieds parallèles, etc., etc. Il y a des petits mouvements de la vie comme ça C'est qui une font série que de choses, c'est- genre quand tu fais la vaisselle, ou quand t'es dans le métro, ou ce genre de choses. Bon, bah, du coup, tu le fais. Donc, t'as une espèce t'y penses. Et c'est vrai que ça te détend. Alors, moi, j'ai une crispation éternelle des épaules, enfin, surtout depuis 10 ans à peu près. J'ai toujours tendu les épaules, machin. Et c'est vrai que quand les périodes où j'arrive à m'y mettre et à le faire fréquemment, alors ouais, là pour le coup, tu sens que c'est comme si, bon, c'est ce qu'ils te disent, il y a une espèce d'énergie qui circule normalement dans ton corps. Comme si elle était bloquée avant. Ouais. Et tu sens que t'es énergique, alors que pour le coup, t'as pas fait de sport. Et les quelques fois où j'ai pu le faire pendant 2 semaines, une fois tous les 2 jours, ou ce genre de choses, je sens l'effet. Et ça m'arrive de me dire, oh pire, il faudrait que je fasse un qigong. Et parfois, ça m'arrive dans ces moments-là de me le faire vraiment. Ouais. Mais voilà. Non, je dirais, je suis d'accord avec toi. C'est assez fascinant parce qu'après, en plus, t'entends des choses. Alors moi, j'ai assisté à des cours, t'entends des choses qui sont dites par la maître dans la discipline, et tu te dis ah oui, en fait c'est marrant, il y a des trucs qui rejoignent un petit peu ce que j'ai entendu dans le Talmud, etc. Et ça c'est rigolo, de ça pour le coup, de se dire qu'il y a une espèce de philosophie qui se rejoignent et qui disent des trucs complètement improbables, mais les mêmes. Ça c'est rigolo. Ouais, non, c'est vrai. Non, c'est surtout que moi, ça a été que, je sais pas si je suis venu dans le truc, je sais pas combien je suis crispé, un petit peu comme tout le monde, quoi. J'ai des petits problèmes, mais moi, ça se trouve une espèce de certaine de conscience du corps, quoi. Je pense que le corps, c'est un truc que je regardais pas avant. C'est un truc que je prenais pas. Attention, j'ai jamais été ni un grand sportif, etc. Ça a jamais été un sujet, quoi. Non, mais et là, c'est devenu un sujet d'une perspective très très spéciale, tu vois. C'est devenu un sujet le corps. C'est pas juste un outil dont il faut prendre soin, tu sais, ça participe de ton être, ça participe de ta vie spirituelle, émotionnelle. La vie du corps et de l'âme sont intriquées, tu vois. Oui, c'est ça, ce qui est finalement, c'est définitivement, je pense définitivement ce que dit la Torah, quoi. C'est un truc, ça c'est le vrai truc que j'ai reconnu comme un truc qui vient de la Torah, ou qui est de la Torah. C'est que la vie de l'âme et du corps, elles sont ultra intriquées. Et c'est travailler un, c'est travailler l'autre. Et c'est pour ça que moi je crois aussi dans les deux sens. Je crois qu'influencer que la vie intellectuelle, que la vie spirituelle, elle influence le corps. Mais du coup, la vie du corps influence le spirituel. Et quelqu'un qui a les épaules toutes tordues, il aura du mal à débloquer certaines choses dans sa tête. Oui, ça je m'en suis rendu compte, c'est vrai. Alors bon, c'est pas ça qui te donne la demi-heure pour le faire tous les matins. Ouais. Mais que la même demi-heure que je devais déjà donner pour faire la prière. En tout cas, c'est vrai que disons que moi pour le coup, j'ai donc il y a tout ce qu'on s'est dit qui m'a touché, et puis aussi bon bah tu vois des gens qui ont cette discipline là, et d'un coup il y a un truc dans leur posture, ils se tiennent droit, machin, auquel tu fais attention. Ouais. Donc tu fais attention aux gens qui se tiennent mal, qu'on les coudes les pieds en canard, et puis tu te rends compte que c'est vrai qu'il y a une espèce de noblesse qui est pas que physique, qui est presque de la stabilité émotionnelle. Je sais pas exactement quoi. Je saurais pas dire des mots justes, parce que c'est vraiment un domaine que j'ai vu trop de l'extérieur pour vraiment en dire des trucs auxquels je crois fort. Mais quand même, il y a une espèce tu vois une espèce d'énergie, de commonalité à ces énergies-là, de gens qui, en effet, se tiennent droit et respirent bien, et que tu peux retrouver dans ce que j'ai appris, c'est que tu peux retrouver des gens qui avaient une bonne énergie qui circule chez des gens qui ont travaillé, quel que soit ce qu'ils ont travaillé. Ça peut être des chanteurs, ça peut être des sportifs, ça peut être des gens qui ont eu la discipline, qui ont fait comment ça s'appelle, des traversées un peu longues, des gens qui font de la méditation, d'autres types de méditation. C'est pas ce qui m'a intéressé dans ce que j'ai compris de cette
philosophie corporelle, je sais pas comment, si c'est le bon mot. Le travail corporel, ouais. Travail corporel, c'est que ça n'est pas un truc spécifique. C'est ça se reconnaît et ça s'applique à plein d'autres personnes qui travaillent leur respiration ou leur âme, comme tu dis, ou leur étude, ou leur je sais pas quoi. Tu peux retrouver cette commonalité chez pas mal de gens. Moi, je m'attrape souvent en train de me dire moi-même, si j'ai la flemme de faire du Qigong, je vais faire la vaisselle, mais je vais faire la vaisselle, tu vois. Tu fais la vaisselle avec le geste. Je me souviens avoir été un stage à Paris de Qigong et tout, et la prof, elle disait, en substance, c'est comme quand tu mets ton pantalon le matin. Le moment où tu deviens un vrai maître quand tu sais mettre ton pantalon le matin. Et tu vois, et là, elle a fait le geste avec le pied où elle met son pantalon, tu vois, avec une espèce de lenteur et de finesse, tu sais. Un peu comme la pub de Zidane, tu sais, où quand il met avec chaussette, toujours la gauche. C'était impressionnant. Non, mais c'est surtout, moi, c'est un autre truc qui m'avait frappé, c'était que je trouvais que ça manquait beaucoup dans la vie juive, en fait. C'est comme si juste comme s'il y avait un énorme trou, un énorme abysse. Presque rien, à part on a presque rien. T'as presque rien. C'est-à-dire, on a ton corps. Les seuls moments où il y a de la corporalité, c'est vraiment la tefila, en fait, quand tu y penses. Et c'est au moment où c'est étrangement, tu te tiens droit, tu peux pas bouger. Et bizarrement, tu te rends compte. Alors, ce qui m'est arrivé aussi, c'est de confondre un peu ces deux domaines et de basculer de la tefila, de la méditation à de la tefila. Ouais, moi, ça m'est arrivé plein de fois de faire de la verticalité pendant un office un peu long. Ça, c'est sûr. Non, profite pendant que le Khazan il fait des vocalises. Ouais, non, ça c'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé. Mais c'est vrai que ça fait partie des choses où tu te dis tiens, allez, essayons d'en faire plus. Même si c'est quand même pour le coup un peu aride. Hein. C'est vraiment, en tout cas moi ce que j'en ai vu, c'est vraiment, tu peux rester 2 heures ou quasiment 2 heures à presque pas bouger. Et des fois ça fait très mal aussi. Oui, des fois. Mais ça c'est du mal où t'es content, t'as l'impression que c'est du mal qui fait du bien. Oui. Ça à la limite ça te dérange pas. C'est ce qu'on te dit. Ce qu'on te dit, c'est oui, c'est bien, ça travaille. Ouais, ça travaille. C'est ça. C'est ce qu'on te dit, mais pour l'instant, tu souffres beaucoup, tu vois. Je me souviens de séances où moi j'avais les épaules qui brûlaient, les jambes qui vibraient, les genoux qui claquent, des trucs pas forcément sympas. Et on te dit, mais c'est très bien. C'est que ça travaille. C'est bien, c'est peut-être juste une technique psychologique de valoriser tout ce qui se passe, tu vois. Je sais pas. Mais bon, du coup, c'est le seul endroit où, en fait, quand tu bailles, ça veut dire que ça se passe bien, globalement, ça veut dire que l'énergie circule bien, que l'air circule bien. Et alors, c'est le seul endroit où, alors, tu bailles, t'as décroché la mâchoire, et tout le monde pourrait penser que tu te fais chier, mais non, c'est bien. C'est bien. T'es sérieux. Ouais. Non, mais peut-être que, genre, moi, j'ai encore l'espoir de peut-être que il y a une science du corps qui est cachée dans la Kabbalah, mais qui est pas dite parce que la majorité de la Kabbalah est cachée et transmise secrètement. Et ce qui est dit en public, c'est plus ou moins de la philosophie ou de la théologie un peu complexe, voire un peu obscure. Mais que, en fait, ça se trouve, les vrais kabbalistes, ils ont le secret de ça. On parle d'une Kabbalah pratique comme ça. Ouais, mais d'une Kabbalah pratique, pas dans le sens de, qu'on dit la Kabbalah massite, c'est la Kabbalah pratique où il y a des amulettes, des trucs de magie, mais Kabbalah pratique dans le sens où il y a une pratique du corps, qui est peut-être liée à une pratique de l'esprit aussi. Mais une pratique, tu vois, qui est pas juste, c'est-à-dire, je trouve que dans beaucoup d'éducation, la vie spirituelle coïncide avec la vie intellectuelle. Oui. Et ça, c'est un truc qui me... Ça, c'est juste. Je trouve qu'il y a un manque. Peut-être qu'il y a une vie spirituelle qui est différente. Et peut-être qu'il y a une incomplétude. Et moi, je me demande souvent, où est-ce que c'est parti? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'histoire juive qui fait que ça a été oublié? Qu'il y a eu un oubli quelque part. On sait pas exactement. Quelque part dans l'histoire, ça. Non, mais tu vois, par exemple, on sait pas pourquoi on fait tellement trop les trucs dont on parlait de Sukkot. Ouais, surtout le loulav, c'était du Qigong. Tu sais que le loulav, il y avait un geste. Souvent, il me semble qu'il y a mais il y a pas beaucoup de gestes, mais les peu qu'il y a, ils sont pas même assez peu expliqués, quoi. Ouais. Et ils sont aussi pas faits, ils sont faits mécaniquement. Est-ce que t'as vu un mec un jour prendre son lave et faire un beau geste? Je sais pas, faire un beau truc. Je sais pas, ça se trouve, ça existe. Je sais pas trop. J'ai pas beaucoup vu de gens faire de Mais moi, des fois, à Sukkot, je me dis, tiens, je vais faire un beau geste, mais t'oses pas trop, tu vois. Tu sais pas, tout le monde dit, hop, tu fais un truc rapide. Oui, t'as envie de te dire, j'ai envie de réfléchir à mon geste de façon consciente, et puis
Bon, ça C'est c'est un nouveau champ qui s'ouvre de réflexion. complètement, Et mais d'exercice surtout. Pour le coup. c'est une bouteille amère. Si quelqu'un sait quelque chose sur les pratiques corporelles juives qui ont existé un jour mais qui ont disparu, contactez-nous au 058. Enfin bref. On s'arrête là? Allez. Allez, ben c'était très sympa. C'était top. Franchement, oui, c'était très sympa. Merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup de m'avoir invité ici. On est C'est chez bien, toi. ça marche dans les deux sens. Ça marche dans les deux sens. Allez, Radak. Laila Tov. Laila Tov.